Donc merci Sandrine pour ta vision de la santé, de la démocratie intégrative, de la participation active au débat d'idées qui fait qu'ensemble on a un collectif qui est plus fort, et de toute l'énergie que tu mets à écouter chacun, à donner audience à chacun et à mettre en valeur tous tes interlocuteurs. C'est très précieux, et c'est vrai que sur les cycles de conférences qu'on a eus cette année, on a vu beaucoup de points de vue, beaucoup d'avis s'échanger, de patients, et ça valorise vraiment la démocratie sanitaire et l'autonomisation des patients, des soignants, des philosophes, des éthiciens, des responsables administratifs et de tutelle, les autorités de santé. On a eu la chance d'accueillir beaucoup d'élus de la République, et donc on va faire un rendu de ce qu'on a fait cette année. Merci Alain, bonsoir à tous. Je salue toutes les personnes ici présentes. J'ai aussi des collègues qui sont députés, qui sont là, donc c'est important aussi de les remercier. Pour introduire ça de manière assez simple, on est dans un cycle. Ce cycle a commencé il y a 1 an maintenant. Pourquoi on a décidé de faire ça avec Alain ? Parce que on se connaît depuis quelques temps. Avant d'être députée, moi, j'étais diététicienne nutritionniste. J'ai aussi eu une fille qui a eu un cancer. Donc, tous ces sujets, je les ai aussi vécus de par ma profession, de par aussi ma vie personnelle. Et j'ai pensé qu'en étant à l'Assemblée nationale, je me suis engagée d'ailleurs pour faire bouger les lignes. Et c'était aussi pour porter aussi tous ces sujets de santé qui passent malheureusement souvent sous les radars. Et ce sont des sujets de politique sociétale. Et ça se fait avec tout le monde. Et c'est pour ça qu'on a décidé, avec Alain, de faire ça ici à l'Assemblée nationale, parce que c'est un lieu ouvert à tous. Et vous êtes chez vous ici. Alors, pour cette soirée qui va aussi être une excellente soirée. On a passé aussi de très belles soirées avant. On va recevoir des personnes qui vont pouvoir, à chacun à leur tour, nous faire part de ce qu'ils ont à dire. Alors, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis ravie d'être ici. Donc, Judith Partouche-Seban, je suis professeure de marketing à Paris School of Business. Et je suis également donc responsable d'une chaire que nous avons créée avec l'Institut Raphaël, qui est la chaire Living Health, qui porte précisément sur l'expérience patient. Donc nous, notre mission, c'est d'aider à mieux comprendre ce qu'est l'expérience patient et de déceler des leviers pour l'optimiser au quotidien. Donc on travaille en étroite collaboration avec des patients, des soignants, des aidants, mais pas que, aussi des communautés de patients également, pour optimiser l'expérience patient. Alors, l'expérience patient, qu'est-ce que c'est ? Alors, on en parle beaucoup aujourd'hui, de plus en plus, notamment dans le cadre de la santé intégrative. Les deux ont un socle commun qui est vraiment l'idée de mettre l'humain au cœur de l'approche de santé. Et l'expérience patient, c'est justement ça. C'est l'idée d'aller au-delà de la prestation de services en santé pour y intégrer des éléments beaucoup plus humains, centrés donc sur l'individu et le relationnel. Donc, nous, on va chercher à intégrer le vécu des patients, la façon dont ils vivent leur expérience de soins, à la fois au niveau individuel et collectif. Et donc, si on intègre ces éléments, ça veut dire aussi être capable de s'enrichir de ces éléments. On va parler de savoir expérientiel quand on va parler de cette expérience. Et notre vision aussi de l'expérience patient, c'est d'être capable de s'enrichir de ces savoirs pour venir faire évoluer les pratiques. Ça veut dire quoi ? Alors, nous, l'expérience patient, on l'envisage souvent à 3 niveaux, 3 différents niveaux qu'on pourrait s'imaginer sous forme de cercle concentrique. Niveau micro, méso, macro. Pour vous expliquer un petit peu, on a ces 3 niveaux avec des interactions entre les 3. Et c'est notre façon de définir, nous, l'expérience patient. On a le niveau micro où on va s'intéresser à l'individu lui-même. Donc quand je parle d'individu, il y a bien sûr le patient, mais pas seulement. Donc on a toutes les parties prenantes, le soignant, les aidants. Et donc, on va chercher à s'intéresser à l'individu, ses besoins, ses attentes, ses freins, ses émotions, son bien-être, ses mécanismes de défense aussi. Comment est-ce qu'il fait face à l'adversité ? Quelles sont ses stratégies face à l'adversité ? Donc ça, c'est le niveau micro. On a le niveau méso, où là, on va s'intéresser à l'individu
dans son environnement. Donc on va s'intéresser aux interactions avec les différentes parties prenantes, parce qu'on sait très bien que ces interactions, elles peuvent être source de stress et d'anxiété, mais elles peuvent être aussi de belles opportunités pour regagner des ressources, renforcer sa résilience. Donc on va travailler sur ces interactions à la fois dans le fond et dans la forme. Et puis on va aussi travailler au niveau macro, parce qu'on estime que l'expérience patient, c'est un projet fédérateur qui doit être porté par toute une organisation et pas seulement un service dédié. C'est vraiment un projet fédérateur porté par toute une organisation. Et donc on a cette vision, nous, qui est une vision non pyramidale. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre l'idée de placer le patient au cœur de la réflexion. Nous, c'est pas trop notre vision, notre approche. On met vraiment l'intégralité des parties prenantes au cœur de la réflexion, sous la forme d'une collaboration permanente entre les différentes parties prenantes. Donc c'est important aussi d'envisager l'expérience patient comme un projet global qui est partagé par toute une organisation. Donc on va travailler sur ces 3 niveaux, mais l'expérience patient aussi, c'est l'idée de travailler sur différentes temporalités, puisqu'on ne va pas prendre la partie prenante, le patient à un instant T. On va le considérer sur différentes temporalités, donc avant, pendant, après. On va faire des études sur un soin, par exemple. On va analyser l'avant, le pendant, l'après. Donc on a par exemple des belles études sur la féminité à l'épreuve de la maladie et dans quelle mesure, par exemple, les femmes qui ont vécu l'adversité, la maladie, en viennent à redéfinir leur identité de femme. Donc on a vraiment cette temporalité, ce processus de reconstruction que l'on va mettre en évidence. Et l'expérience patient, c'est ça aussi. C'est non pas seulement prendre l'individu à un instant T, mais considérer différentes temporalités dans le cadre de l'expérience de soins. Donc voilà, donc je parle beaucoup d'études depuis tout à l'heure, donc on va être davantage dans des mesures de perception, des ressentis, donc des mesures subjectives qui vont venir alimenter la réflexion. Donc pour conclure par rapport à l'expérience patient, pour nous, notre approche, c'est vraiment de la considérer comme alors c'est un élément de différenciation, c'est incontestable, tout le monde en parle. C'est aussi, à mon sens, une belle source d'innovation, puisqu'en intégrant le savoir des patients, on vient proposer des approches thérapeutiques vraiment innovantes et complémentaires à ce qui existe déjà. Et puis, alors je parle beaucoup de savoir, d'expérience, mais je pense que tout l'enjeu de l'expérience patient aussi, c'est d'être capable de faire émerger ces savoirs. C'est très beau de le dire, mais dans la réalité, comment est-ce qu'on fait ? Pourquoi ? Parce que le patient n'est pas forcément conscient du savoir qu'il a. Et s'il en est conscient, il n'est pas forcément toujours capable ou en mesure, du moins, de l'exprimer et de mettre des mots sur ce qu'il ressent. Donc je pense aussi que tout l'enjeu de l'expérience patient, certes c'est très important, mais c'est également la méthode, les méthodes que l'on va utiliser pour arriver à faire émerger ces savoirs et par la suite, surtout, savoir comment les utiliser et comment faire en sorte que ces savoirs pris individuellement deviennent de vraies connaissances qui vont venir alimenter les pratiques au quotidien auprès des professionnels de santé. Merci beaucoup Judith. Alors on va l'applaudir. On a, je m'autorise dans la modération à évoquer 2 sujets qui ont été les premiers qu'on a travaillés. Est-ce qu'il existait, alors au début on est resté sur des notions d'une simplicité enfantine, des odeurs dans les salles d'attente qui faisaient que les patients se sentaient bien ou pas, donc du simple marketing olfactif. Et ensuite, tu nous parlais aussi de la science de mortalité, le fait de savoir que tu vas mourir et quel impact sur la consommation. Avant de rentrer dans des travaux un peu plus robustes, voilà les premiers échanges qu'on avait, et ça a été jusqu'à une chaire des chercheurs, un travail considérable dont on va parler. Est-ce que sur ces thématiques, tu peux donner quelques mots avec ton prisme à toi ? Alors, sur les thématiques sur lesquelles on a travaillé ensemble, il y a plusieurs aspects. Alors on a en fait le point commun de tous ces différentes études, c'est vraiment la vulnérabilité et comment on approche la vulnérabilité, comment on la définit, comment est-ce qu'on peut définir un individu vulnérable. Alors au départ j'étais sur les consommateurs vulnérables, mais évidemment là j'ai élargi le cercle sur les individus vulnérables. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de projets en cours, si je devais en citer quelques-uns. Les plus saillants, je pense, et qui rejoignent donc mes thèmes de mes travaux initiaux qui portent sur la mortalité et l'impact que ça peut avoir sur la consommation. On a une belle étude, par exemple, sur la peur de la récidive qui est liée à cette notion de mortalité. Alors, la peur de la récidive, il y a énormément de travaux qui existent déjà. Nous, on a voulu un petit peu prendre
alors je dirais pas le contre-pied, mais en tout cas venir vraiment alimenter la littérature existante sur la récidive, en venant essayer de proposer une approche plus holistique, plus intégrative de la récidive, plutôt que de montrer qu'est-ce qui la provoque, comment elle se manifeste et quelles en sont les conséquences. C'est l'idée d'avoir vraiment un panorama très complet de toutes les situations, de toutes les ressources qui sont en jeu et qui manquent à l'individu lorsqu'il ressent cette peur de la récidive. Donc on cherche bien sûr à la définir, mais aussi avoir une approche plus globale pour voir dans quelle mesure on peut mieux l'accompagner. Alors pourquoi c'est important? On a beaucoup travaillé sur la santé émotionnelle et de se faire regarder par des acteurs qui ont une culture différente. Nous, on a appris la recherche qualitative et l'analyse, la méthodologie qualitative, alors qu'on est beaucoup sur des courbes, sur de la science dure, en fait, en cancérologie, grâce à ces chercheurs qui venaient avec un autre regard. Et un jour, effectivement, on était dans une thématique et les chercheurs sont venus nous dire de l'équipe, bah tiens, en fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est pas seulement mobiliser, comme vous nous l'avez dit, les ressources individuelles du patient, mais il y a des ressources interpersonnelles et il y a des ressources structurelles. C'est-à-dire que le système que vous avez mis en place, il raconte quelque chose. La capacité que vous avez eue à mieux réguler, mieux accompagner les liens entre le patient et les autres, ça raconte quelque chose. Et donc, on a changé notre vision de notre action et on a changé nos organisations de travail parce qu'on s'est fait raconter différemment par des chercheurs qui avaient une autre culture. Donc, intégrer la recherche qualitative et ses méthodes, ça a été pour nos systèmes et nos organisations fondamental. Entre l'expérience d'un consommateur, d'un client et l'expérience d'un patient, tu fais du copier-coller en changeant le nom. Est-ce que tu penses qu'il y a de la place aujourd'hui pour une vision médico-économique de l'approche expérientielle? C'est-à-dire qu'en s'occupant mieux du patient et de son expérience, est-ce qu'on peut gagner sur le plan économique, parce que c'est le problème de la France en général et du système de santé? Alors, à mon niveau, alors c'est vrai que je suis enseignant-chercheur en marketing, donc je ne suis pas soignante, donc je me fonde sur tous les résultats de nos travaux qu'on a réalisés jusqu'à ce jour. Pour moi, c'est incontestable que le fait de prendre en compte le vécu du patient, alors, en termes d'économie, je ne sais pas, mais en tout cas en termes de, in fine, économie, oui, mais en termes de gain de temps et d'être capable de mieux orienter ses efforts, surtout quels qu'ils soient, sur les réels problèmes, les réelles difficultés des patients. Là, tous les résultats de nos travaux sont sur ce point-là. Donc, vraiment, l'idée d'arriver à pointer du doigt et donc d'avoir vraiment cette approche individualisée et non pas formatée des principes clés que l'on a appris, mais vraiment s'inspirer du vécu, des émotions, des ressentis pour venir faire évoluer les pratiques. C'est un gain de temps considérable pour les soignants. Ça permet aussi d'avoir une panoplie, par exemple, des différents profils de patients que l'on a en face de soi pour pouvoir adapter la prise en charge. Donc voilà, à mon avis, Merci. C'est des gains Et considérables. on a dit souvent avec Sandrine, 40% des infirmières et des aides-soignantes qui veulent changer de métier par crise de sens. Et donc avec ces approches expérientielles, on peut résoudre beaucoup de problématiques en rapport avec la crise des métiers de la santé notamment. Donc on va demander à Olivier Noblecourt de remplacer Judith au pupitre. Alors Olivier qui a de multiples carrières, une carrière politique, donc je vais lui demander de nous raconter un peu son histoire, avant l'histoire à raconter. Et je crois que c'est important d'arriver à voir finalement que nos deuxièmes vies, elles servent beaucoup le système. Merci. Ah oui, tu fais comme ça, d'accord. Ouais. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je vais essayer de ne pas être, comment dirais-je, à côté de la plaque ce soir, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs du monde de la santé intégrative. Et moi, j'ai fait quelques pas de côté, en effet, qui m'amènent à être devant vous ce soir, puisque pendant 25 ans, j'ai agi dans la sphère publique, à la fois comme en collectivité locale, comme élu local, et puis au service de l'État, à la fois en ministère, quelques heures de réunion dans cette salle et dans d'autres ici, et comme délégué interministériel en charge de la lutte contre la pauvreté notamment. Voilà, je me suis aussi occupé de transition écologique des villes, donc j'ai eu en effet plusieurs vies professionnelles. Et maintenant, je suis passé du côté obscur de la force, puisque je fais de la finance d'intérêt public, mais je m'occupe de modifier les modèles financiers. Et donc, c'est pour ça qu'Alain a dû estimer que c'était amusant de venir me mettre sur le gris devant vous ce soir, parce qu'il espère que derrière, il y aura un chèque pour un certain nombre de projets.
Très concrètement, ce qui peut être intéressant dans le sujet qui nous réunit ce soir, qui est en fait comment on peut porter de l'innovation dans la prise en charge des maladies chroniques à travers la santé intégrative et plus globalement à travers l'environnement de la santé intégrative. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que ça résonne avec nombre d'engagements que j'ai pu avoir, notamment sur les politiques de prévention en santé, puisqu'il se trouve qu'il y a, évidemment, ça ne rajeunit pas tout ça, mais il y a bientôt 20 ans, on a mené, avec Martin Hirsch à l'époque, les premières études médico-économiques sur l'impact des centres de santé auprès des populations vulnérables sur, par exemple, le diabète de type 2 et la prise en charge médicale, les profils de consommation de soins de la patientèle, pour voir qu'une prise en charge adaptée en proximité, finalement, permettait de réduire une grande partie des écarts constatés sur, derrière, les crises qu'on peut trouver dans un certain nombre d'ALD lorsqu'elles sont insuffisamment prises en charge, les taux d'hospitalisation imprévus, etc. Enfin, je ne veux pas aller trop dans le détail, d'autant plus que je ne suis pas un praticien de la santé, donc je risque d'atteindre mon seuil d'incompétence assez vite. Mais c'est un enjeu qui m'a mobilisé et qui mobilise encore, vous allez voir comment. Il y a une vingtaine d'années, j'ai eu l'occasion d'administrer aussi un CHU et de travailler dans cet environnement. Et puis plus globalement, de voir que finalement, dans notre système de santé, ce qui était le moins bien financé aujourd'hui, c'est en effet la prévention, le fait de prendre en charge le malade et pas seulement la maladie, pour essayer de paraphraser Alain, et puis plus globalement, de s'intéresser, et c'est pour ça que c'est très intéressant ce qui a été dit sur l'expérience patient, le ressenti, la façon dont finalement l'individu se positionne dans un parcours de soins, un type de prise en charge, c'est qu'en fait, la santé, c'est aussi des lieux et des temps de vie. Et ces lieux et ces temps de vie, ils sont rarement financés par l'assurance maladie, je le dis sans critique et sans jugement, que ce s'agisse de prévention ou de prise en charge intégrative, globale, de la personne dans son environnement, dans le cadre, par exemple, d'une maladie chronique, ou même lorsqu'il y a une reconnaissance d'ALD avec des financements qui y sont apportés. Et c'est pour ça que, et j'ai connu, pour avoir beaucoup œuvré dans le champ notamment de la politique de la ville, les similitudes qu'on peut faire avec l'absence de prise en charge sur l'accès aux soins de premier recours des populations vulnérables, par exemple, qui est un sujet qu'il a aussi à avoir avec l'ensemble de nos préoccupations ce soir, puisque évidemment c'est une population particulièrement exposée aux maladies chroniques, aux polypathologies et à des prises en charge défaillantes. Comment on peut essayer de mettre aujourd'hui des outils innovants en finance au service d'une ambition d'amélioration de la prise en charge et d'innovation dans la prise en charge, puisque c'est ça en fait qui nous rassemble ce soir. Et je pense que si Alain m'a demandé de venir témoigner devant vous ce soir, c'est pas parce que j'ai une solution miracle, hein, sinon je ferais des bouquins, et moi j'en fais pas, contrairement à Alain. Mais par contre, pour vous dire qu'on essaye aujourd'hui de construire des solutions avec des acteurs. J'ai monté un consortium d'acteurs aujourd'hui, de gestionnaires, de centres de santé en QPV avec l'État, l'ANRU, la Mutualité française, la Fédération nationale des centres de santé, des acteurs sur les territoires, pour créer 40 centres de santé aujourd'hui dans les territoires les plus vulnérables de la politique de la ville, donc plutôt dans les métropoles. Je le dis tout de suite parce qu'il y a des élus locaux qui vont me dire mais il faut aussi venir chez nous. Et oui, on y est prêt, mais aujourd'hui on a plutôt en effet une concentration des populations et puis des questions de démographie médicale qui nous ont amenés sur ces géographies, mais c'est évidemment pas exclusif, avec l'idée que si on veut changer les modèles, il faut non seulement trouver des nouvelles sources de financement, mais il faut mobiliser les financements autrement. Et ça, c'est mon métier aujourd'hui. C'est-à-dire à la fois mobiliser en termes de sources de l'épargne privée, pour une raison très simple, c'est qu'on ne pourra pas tirer sur le financement public ad vitam aeternam. Je donne un seul chiffre, c'est une soirée qui va certainement en compter beaucoup, mais l'encours de l'épargne privée en France aujourd'hui, c'est un peu plus de 6 milliards d'euros. Et vous savez, puisqu'on en discute tous les jours ici à quelques mètres de nous, que la dette de l'État français, c'est 3 300 milliards aujourd'hui. Donc, vous voyez l'ordre de grandeur dont on parle. La dette cumulée, hein, je parle d'encours de dette et d'encours d'épargne. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, et cette épargne des Français, quand vous prenez un contrat d'assurance vie, quand vous souscrivez à du livret A haute, en fait, ça part sur des projets en France, mais ça part sur des projets partout. Et puis ça part parfois sur de la finance qui ne fait pas beaucoup de bien à l'humanité, qui ne fait pas beaucoup de bien aux plus vulnérables, qui ne fait pas beaucoup de bien au climat, qui ne fait pas beaucoup de bien à personne. Et donc, on peut dire qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui racontent des cracks sur la finance, font de la fausse finance verte, etc. Tout ça existe, mais il y a aussi des gens qui font l'inverse, qui font des choses sérieuses et qui aujourd'hui démontrent qu'on peut mobiliser l'épargne sur des causes utiles. Et 6 000 milliards, bah oui, sinon tout irait bien. Mais non, c'est le double, tout simplement. C'est le double. Donc, on a un vecteur de financement énorme. Et ce vecteur, il faut le capter. Sinon, la nature ayant horreur du vide,
L'argent part ailleurs, il est investi ailleurs et il fait des petits ailleurs. Et nous, notre problématique, elle reste sans financement. Je ne dis pas qu'il faut exonérer l'assurance maladie de réflexion sur ces sujets et qu'il ne faut pas là-dessus. Mais il faut inventer de nouveaux modèles. Donc capter de l'épargne privée et la mobiliser autrement, la mobiliser sur des objectifs quantifiables, mesurables, trimestre après trimestre. C'est ce que fait ma société, Meridiam. Vous irez voir sur Internet qui nous sommes et ce que nous faisons. Je ne suis pas là pour faire de la pub d'une entreprise, simplement pour vous dire que ces modèles existent et qu'ils ont une caractéristique. Et c'est ça, moi, qui m'a mobilisé. C'est que nous travaillons exclusivement sur le temps très long. Pas le temps long, le temps très long. C'est-à-dire que nous n'investissons jamais sur une durée inférieure à 25 ans. Quand la Caisse des dépôts investit, elle investit sur des durées où les clauses de liquidité, comme on appelle ça, sont à 8-10 ans normalement. L'État français investit via la Caisse à 8-10 ans. Nous, on investit à plus de 25 ans. Évidemment, ce n'est pas la même chose si vous êtes capable d'investir de l'argent sans toucher 1 euro de dividende pendant 15 ans ou si vous avez besoin de toucher 15% de rentabilité financière en 5 ans. Hein, chacun comprend ça. Et donc, on peut construire des modèles vertueux et on peut les construire avec les collectivités locales. Et je termine là-dessus pour ne pas être trop long, mais mon métier aujourd'hui, c'est de travailler avec les collectivités pour monter des modèles à travers, donc je salue respectueusement les maires ici présents, mais avec des baux à construction, des AOT, tous les dispositifs qui permettent de mettre par exemple du foncier à disposition. Et derrière, nous créons le futur patrimoine public puisque nous créons des outils qui vont être des cliniques, des centres de santé. Voilà, on travaille sur plusieurs projets en France actuellement. Et derrière, au bout de 30 à 40 ans, parce que là on investit sur encore plus longtemps, l'actif retourne à propriété publique. Et ça, c'est pas neutre, parce que vous ne travaillez pas pareil de l'actif si vous pensez que vous allez le vendre ou si vous savez qu'à la fin, sa destination, elle est publique. Et vous ne venez pas y travailler pareil, et vous n'y faites pas les mêmes services, etc. Et donc, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, avec Alain, avec Scheherazade, avec l'environnement de l'Institut Raphaël, c'est de voir comment on peut essaimer l'Institut Raphaël ailleurs sur le territoire, en lien avec des collectivités, et de trouver des modèles de financement qui soient des modèles robustes, sérieux, sobres, voilà, mais qui permettent finalement d'apporter des solutions en proximité, de prise en charge en santé intégrative, en l'occurrence en oncologie. Alors, très intéressant ce que tu as dit, et de toute façon ici, je pense qu'on est tous convaincus par la santé intégrative, mais moi, il y a quelque chose qui me taraude, c'est comment est-ce que c'est possible aujourd'hui de mesurer l'impact de la santé intégrative sur le plan financier ? Est-ce qu'on a des outils pour le faire ? Parce que on peut peut-être avoir aussi certaines personnes à convaincre. Et comment on peut trouver des explications claires ? Et est-ce que c'est possible aujourd'hui ? Ou alors il faut que je demande une mission d'information là-dessus ? Je pense que mission d'information ne serait pas trop. Mais je pense que le mieux placé pour parler de ce sujet, il est entre nous deux. Et il va en parler certainement après. Je vais dire deux choses là-dessus, parce que c'est très important. La première chose, c'est qu'on dit souvent, et c'est vrai, en tout cas moi ça fait 25 ans que je fais des politiques publiques, même un peu plus, et je l'ai vu et localement et nationalement, c'est vrai qu'on ne sait jamais mesurer aujourd'hui l'impact de la qualité de la prise en charge, c'est valable dans l'éducation, dans la santé, dans tout un tas de choses, où finalement la qualité du service, public ou pas d'ailleurs, n'est jamais mesurée en termes de gains. Ce qu'on avait fait avec Martin il y a 20 ans sur les centres de santé, c'était quand même de montrer à l'assurance maladie qu'elle économisait à la fin, hein, et qu'en fait, payer un petit peu plus cher du soin de premier recours, de la médecine générale au long cours en proximité, c'était éviter des hospitalisations imprévues, l'accès aux urgences, etc. C'était améliorer la prise en charge, le profil de consommation de soins, etc. Et médicamenteux. Et donc, je pense que là-dessus, on est très faiblement outillé, mais qu'il y a une culture qui est en train d'émerger. C'est-à-dire qu'on voit arriver, à travers à la fois des expériences internationales, à travers des innovations en santé en France, des gens qui aujourd'hui font ces mesures-là. Par exemple, je ne sais pas s'il y a des Lyonnais dans la salle, mais il y a une entreprise qui est créée à Lyon qui s'appelle Stan, qui travaille sur les données en santé, beaucoup, et notamment sur la qualité de la prise en charge, et qui, elle, en effet, a des métriques où elle vend au ministère le fait qu'avec telle et telle prise en charge, ils vont faire des économies. Donc, c'est ce qu'on appelle dans le secteur social, par exemple, la logique, et moi je m'en méfie, ça ne vaut pas pour tout, mais des social bonds. Vous savez, les social bonds, c'est des outils d'investissement où vous rémunérez le résultat. Alors, c'est très positif si ce n'est pas déviant. Parce que le problème des social bonds, c'est que, par exemple, dans l'hébergement d'urgence, si le résultat, c'est que la personne sort de l'hébergement d'urgence pour aller dans une maison individuelle classique, vous allez faire rentrer dans l'hébergement d'urgence des gens qui seraient déjà prêts à aller en maison, en réalité. Donc vous ne prenez plus en charge les personnes les plus éloignées. C'est valable dans l'insertion et tout. Donc, il faut se méfier de ces faux amis. Mais néanmoins, en santé, les choses sont en train de se développer. Il y a beaucoup aujourd'hui de territoires et d'acteurs qui innovent. Puis le deuxième élément,
c'est qu'il ne faut pas avoir honte de dire qu'on a le droit de faire de la santé pour la santé et pas seulement pour faire économiser de l'argent à l'assurance maladie. C'est-à-dire qu'il faut aussi mesurer l'expérience patient et le bien-être de la personne elle-même. Et qu'en fait, faire du bien aux gens, eh ben, ça mérite qu'on dépense peut-être plus ou qu'on dépense autrement. Et il n'y a pas forcément besoin d'une justification économique à tout. Et moi, par exemple, nous, au Meridiam, on est une société de gestion, on lève des fonds, on représente 20 milliards d'actifs sous gestion, comme on dit aujourd'hui, 100 milliards de financement déployés. Donc, on est un acteur sérieux, on n'est pas un petit acteur isolé. Mais nous, on vend aujourd'hui, entre guillemets, aux gens qui nous confient leur épargne, les assureurs, les États et autres. On leur dit, nous, on va vous produire un peu moins de rentabilité financière. Par contre, on va vous démontrer un impact social et environnemental beaucoup plus important que... donc, si vous confiez 1 euro d'épargne à Meridiam, votre euro d'épargne, et nous, on le monitorer, donc on a sur les 17 objectifs de développement durable, on a 400 indicateurs où trimestre après trimestre, on monitore tous nos actifs et on rend compte. Vous allez taper Meridiam et vous verrez, il y a un rapport d'impact, en anglais pour l'instant, mais où vous avez l'impact, on mesure la température de nos actifs pour être à 1,5 degré dans tous les nouveaux actifs, etc. Donc vous avez quand même une expertise, encore une fois, et je me tais après, je suis trop bavard, mais j'ai fait beaucoup ça dans les politiques publiques. Franchement, aujourd'hui dans la finance qui est régulée, vous avez des gens, et pas que nous, mais qui font des choses qui sont bien plus performantes que dans le secteur public en termes de mesure d'impact. Et donc, si on mesure bien l'impact, on a moins besoin de dire aux gens qu'on fait des économies, parce que le sens, il devient naturel pour tout le monde. Si je ne crois pas que l'impact pour les personnes est suffisant, bah oui, je me dis au moins qu'ils fassent des économies. Mais si je suis vraiment convaincu qu'on va améliorer la prise en charge de certaines maladies chroniques dont on sait les souffrances que ça peut générer au niveau des individus, je pense que le consentement à la dépense, public ou privé, qui est quand même un gros sujet démocratique aujourd'hui, sera meilleur. Et donc, il faut aussi travailler là-dessus. Pas uniquement s'excuser de dépenser pour faire du bien aux gens. Merci, mon cher ami. Alors, monsieur le député maire, parce qu'on peut être député et maire. On pouvait. Oui, merci de me donner le micro. Moi, je suis très content de vous entendre parce que dans votre CV, vous avez évoqué Martin Hirsch il y a 20 ans. J'ai travaillé avec lui, moi aussi, il y a 20 ans, en tant que parlementaire, parce que je lui ai fait confiance dans l'idée qu'on pouvait trouver des solutions pour éviter de laisser sur le bas-côté de la route tout patient, du simple soin jusqu'aux affections de longue durée. Et on a eu l'idée, à ce moment-là, de porter une loi sur le bouclier sanitaire. Donc j'aimerais tout à l'heure que vous m'en parliez. On a eu les rapports de Raoul Brié et de Fragonard, qui étaient des bons rapports. Je suis allé en Allemagne, en Belgique, où il existe une forme de bouclier sanitaire qui permet effectivement à toute la population d'avoir accès aux soins, quelle que soit leur pathologie. Petite pathologie jusqu'à l'affection de longue durée. Aujourd'hui, ça reste lettre morte, après 2 propositions de loi que j'avais déposées avec pas mal de parlementaires ici pendant les années où j'étais parlementaire. Mais aujourd'hui, certains économistes en reparlent. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on ne pourrait pas remettre ça sur la route, sur le chemin de l'avenir, puisqu'on parle de macroéconomie, de domaine de la santé, et là, ça serait une pierre importante, je crois, de revoir cela. Qu'est-ce que vous en pensez, puisque vous étiez dans le coup à l'époque? Rien de plus que vous, c'est-à-dire exactement ce que vous avez dit. Et pour ne rien vous cacher, j'étais avec Martin avant-hier et tout un groupe de gens, on est en train de travailler là-dessus. Donc en fait, oui, on continue. En fait, vous savez, on a un petit groupe de doux rêveurs, nous, donc on continue de bosser. Donc je peux vous dire, on est totalement encore mobilisé sur ce très beau sujet du bouclier sanitaire. Il y en a d'autres. Ça pose un sujet, j'imagine qu'il y a des acteurs mutualistes dans la salle, de refonder l'ensemble du système de financement, si on veut réussir à le faire. Donc il y a un Big Bang, pour utiliser un mot souvent galvaudé, mais il y a certainement en effet à repenser sur la base qui avait été imaginée par Martin il y a 20 ans. Après, il s'est battu sur la sécurité sociale mondiale, sur plein de sujets. Donc tout ça, c'est un compagnonnage au long cours. À Grenoble, on avait lancé des expérimentations sociales qui préfiguraient un certain nombre de prises en charge. Bon, tout ça... je ne peux que dire que c'est heureux qu'il y ait des parlementaires aujourd'hui qui continuent à porter le flambeau. Voilà, même si les vents sont parfois contraires. Merci infiniment. Donc on élargira et on reprendra cette discussion. Alors je voudrais d'abord qu'on réapplaudisse. Pas de raison. Ce qui est important, c'est pas les paroles, c'est la musique. Et ça fait partie de la musique. Voilà, c'est un joli refrain. Alors, on va faire monter à la tribune, si vous voulez bien, 2 intervenants, 2 maires de villes
que j'adore. Et donc, je demande à Benoît Dijon et à Frédéric Soulier de monter en même temps à la tribune. Alors, parler à un élu de parcours de santé plutôt que de parcours de soins est une façon d'introduire la médecine intégrative. Le professeur Toledano sait parfaitement comment s'y prendre pour capter l'attention d'un élu néophyte, mais toujours très attentif quand on se met à lui parler santé. Et ça m'est arrivé il y a presque 8 mois, puisque Ariel Koubi est venu me présenter Alain Toledano. Je découvrais tout et j'ai essayé de comprendre un peu ce qu'il y avait dans ce package. Alors, Montargis est une ville... Montargis, ville-centre d'un territoire de 136 000 habitants, à 1 heure au sud de Paris. Le centre hospitalier et les cliniques privées constituent les 2 principaux établissements de santé du territoire. Beaucoup de patients vont rechercher à Orléans ou à Paris les solutions qu'ils pensent les plus adaptées à leur pathologie. C'est un peu le problème local. La désertification rurale de la médecine a eu pour conséquence une concentration de la demande en centre-ville et dans les structures hospitalières. 2 organisations ad hoc nous permettent de dialoguer de manière permanente avec les professions de santé, profession libérale de santé, la CTPS, la communauté territoriale des professions de santé, et le CLS, le contrat local de santé, qui est sur tout le territoire. En créant l'Institut Raphael, Alain Toledano souhaitait apporter une réponse à tous les désordres que provoquent les traitements du cancer. Ce modèle de santé intégrative s'est vite intéressé aux personnes atteintes de maladies chroniques. À ce jour, ce sont, d'après ce que j'ai compris, 10 spécialités qui sont traitées en plus de la cancérologie, la cardiologie, maladies digestives, diabétologie, néphrologie, neurologie, rhumatologie, maladies gynécologiques, insuffisance respiratoire et maladies psychiatriques. C'est bien ça ? Bon. Ces maladies concernent 20 millions de Français. C'est quand même pas un petit chiffre, Madame la députée. Et 5 ans après sa création, l'Institut Raphael a suivi près de 5000 patients qui se sont vus offrir plus de 85 000 soins de santé intégrative. C'est bon ? Bon. Visiter l'Institut permet de prendre conscience de la diversité des thérapeutes qui travaillent autour des équipes motivées pour le bien-être des patients. Alors là, j'ai une liste. Les psychologues, les infirmiers, les coordinateurs de parcours de santé, les nutritionnistes, les masseurs, les esthéticiens et spécialistes capillaires, les sophrologues, les spécialistes des ressources humaines, les ostéopathes, les musicothérapeutes, les art-thérapeutes, les écrivains, les professeurs de boxe, les acupuncteurs, les sexologues, les coachs sportifs, les cuisiniers, les hypnothérapeutes, les spécialistes d'histoire de l'art et les danses-thérapeutes. C'est une belle liste, hein ? Ah oui, mais il faut l'entendre. Rencontrer sur place des témoins de leur retour à une vie normale à travers l'estime de soi et la confiance retrouvée est un formidable témoignage en faveur de la santé intégrative. Ça, c'est la visite de l'Institut et c'est un vrai théâtre de la vie. Le projet d'établir dans notre ville, pour notre territoire, une antenne de l'Institut Raphael n'est pas chimérique, mais nécessiterait de grouper autour de ces projets des professionnels locaux accompagnés de thérapeutes. Le choix des thérapies à offrir se ferait en fonction des nécessités, sans atteindre l'impressionnante liste des thérapeutes cités. Il faut aussi drainer les moyens financiers. Alors là, on tient quelqu'un, là, ça y est. Hein ? Jean-Pierre, tu accroches, hein ? Il va venir à Montargis, il y a 1 heure, ça va très vite, hein ? On n'en ressort pas vite, mais on y vient rapidement. Donc il faut drainer les moyens financiers pour les 3 premières années, pour sécuriser au moins le démarrage. À travers les mondes mutualistes, les laboratoires, l'ARS, la CPAM, les collectivités régionales, départementales et locales, ainsi que des dons privés. C'est notre sphère locale, hein, d'un petit territoire. On n'est pas à Paris ici, hein, donc il faut rester modeste. Cet essaimage est nécessaire, car c'est grâce à la proximité de l'offre que les patients s'y retrouveront. Les thérapeutes sont foison dans nos territoires et seront impliqués et formés par l'Institut aux bonnes pratiques édictées. C'est ça ? Bien. Non, je me fais vérifier parce que je dis ce que j'ai compris, mais je ne suis pas... je suis un néophyte. Voilà, mesdames, messieurs, cher Alain Toledano, le challenge que nous devons réussir. Nous sommes à la veille d'une remise en cause du système actuel de santé qui a atteint ses limites. L'expérience de l'Institut Raphael montre une possibilité très adaptée et positive, car prendre en compte le bien-être des patients n'est-il pas le plus important ? Comme vous le dites souvent, la maladie se traite de manière linéaire, mais le patient nécessite un traitement très complexe. Je vous remercie. Merci. Merci, cher Benoît. Donc, avoir une appropriation de cette vision de la santé
quand on est néophyte, ça demande quand même une capacité mentale supérieure à beaucoup d'administrations. Je ne critique pas, mais c'est quand même assez impressionnant d'arriver en un temps court à avoir une vision et une capacité aussi à décider de ce qu'on va faire. On va demander à Frédéric Soulier de donner aussi sa vision et on créera une discussion. Ouais, ça ira. Merci, cher Alain et cher Haddad. Nous avons eu le plaisir de vous accueillir à Brive. Donc, je ne vous dirai pas avec quel grand succès cette conférence a eu lieu. La salle a été pleine et il a surtout interpellé et beaucoup, bien sûr, de professionnels et puis de personnel qui étaient dans cette salle. Ce que j'ai aimé chez vous, c'est cette façon assez fluide, d'ailleurs, de nous faire poser aujourd'hui les bonnes questions et puis d'amener le monde de la profession et le monde de la santé, les professionnels et puis les élus, quel que soit leur grade et leurs implications, à réfléchir autrement. Et moi, je suis d'accord avec mon collègue de Montargis, c'est-à-dire qu'en fait, on a une collectivité, quelle qu'elle soit, de Montargis ou de Brive ou d'ailleurs, sans doute la capacité à pousser un peu les réflexions et puis surtout la capacité à essayer de décloisonner ce monde infernal que parfois notre pays si fier exprime dans les couloirs, dans cette vision très en silo. Et nous, petits maires de France, on est quand même quelques-uns à pouvoir penser que les grandes réformes françaises pourraient se faire par les mairies, par les collectivités. Et merci pour votre intervention tout à l'heure. J'ai bien sûr compris l'essentiel de votre action. On pourra peut-être en reparler tout à l'heure, mais nous sommes, nous aussi, très ouverts, finalement, à réfléchir autrement, parce que nous, on n'est pas comme l'État. C'est-à-dire qu'en fait, on ne présente pas de budget en déséquilibre. Et on voit combien, aujourd'hui, cette position que les gouvernements successifs, d'ailleurs de droite comme de gauche, ont été écartés d'un revers de main la bonne gestion, celle que l'on fait tous chez nous, dans nos propres familles. C'est-à-dire qu'en fait, on n'essaye pas de dépenser plus que nous avons en caisse. Et la santé, même si elle peut avoir une approche vertueuse et une approche volontariste sur les engagements et les organisations, bah écoutez, on n'est pas exempt de regarder les choses avec une bonne lecture des choses, avec une façon non pas de dire systématiquement de plus dépenser chaque année, mais sans doute de mieux dépenser. Et votre réflexion, elle est vraiment moderne et tout à fait d'actualité. D'ailleurs, il n'y a pas que la santé qui ferait bien de réfléchir à cette notion d'organisation. Et nous, modestement, les collectivités, on a simplement, parce qu'un maire, qu'est-ce qu'il fait? Il préside le conseil de surveillance de son hôpital. Et donc, avec mon directeur ici présent, Nicolas Portelan, qui est aussi le directeur de tous les hôpitaux de Corrèze, parce qu'on les a tous regroupés avec un management unique. Voilà, c'est une des premières démarches, parce que nous, on est partisans de la coopération, donc de la déconstruction du modèle français de ces dernières années pour reconstruire quelque chose d'à côté de plus efficient, de plus efficace, et quelque chose qu'on mesure mieux, notamment dans la dépense et dans l'efficacité, l'efficience de nos professionnels de santé, et puis dans l'organisation aussi de l'offre, qui consiste à dire que finalement, nous, on veut une offre de soins qui soit capable d'aller chercher des médecins compétents, entre nous, qu'ils viennent du public ou du privé, parce que la compétence, ce n'est pas un problème de statut. Ça aussi, c'est une idée complètement reçue en France. Ça fait 50 ans qu'on fait battre le public contre le privé, c'est ridicule. C'est tellement ridicule que finalement, on est dans une pauvreté finalement de l'offre et de la médecine et de l'attractivité, et que finalement, quand on se rend compte que ces 50 dernières années n'ont fait que fragiliser les autorisations de pouvoir exercer. Bon, moi je suis maire depuis peu, ça fait tout juste 10 ans, et je ne connaissais pas ce milieu de la santé, je le dis vraiment. Alors moi j'ai été aussi parlementaire, cher Jean-Pierre, on était beaucoup plus jeunes, mais tu t'en souviens peut-être pas. Je me souviens bien de toi, ici même dans cette salle. Mais bon, j'avais quelques années de moins comme toi, mais on a aussi œuvré, on a aussi parlementé ici en 2002-2007 sur un mandat de parlementaire. C'est des questions qu'on pouvait aborder, mais finalement les vrais problèmes, on les a écartés d'un revers de main. Le politique a été peu courageux dans ces questions de remise en question et de ces questions de remise en question sur l'organisation des modèles de santé. Donc vous rafraîchissez un peu tout ça et je trouve que ça fait du bien. Et il faut vraiment vous soutenir aujourd'hui parce que vous avez cette vision de cette médecine intégrative. Moi, je ne la connais pas, je la découvre en vous écoutant. C'est passionnant. Mais la vision intégrative des missions de service public à la population, qu'on vienne du public ou du privé, c'est une mission qu'on doit tous embrasser et qu'on doit tous porter. Donc sans ostracisme ou sans sectarisme, d'où que vous veniez, du public ou du privé, ce qui compte, c'est que vous soyez un bon médecin. Parce que finalement, nous, on veut être soignés par les meilleurs, quel que soit leur parcours et quel que soit leur statut. Donc vous voyez, toutes ces pensées-là, elles sont complètement aujourd'hui
complètement. Elles ont été portées par des visions très idéologiques, avec des acteurs politiques qui ont été plus ou moins connus, qui ont marqué un peu ces dernières années. Mais aujourd'hui, il y a parfois une vision qui s'est complètement perdue dans une absence de vérité, parce qu'on a complètement contourné les vraies difficultés que nous avons, c'est-à-dire la bonne maîtrise de notre dépense. Et comme l'argent sera rare, et que la raréfaction de l'argent public, c'est une des contraintes que nous avons, nous, en tant que collectivité, en tant que maire ou en tant que député, ou en tant que sénateur, eh bien, on fait attention à ce qu'on a, et comme on a moins d'argent, eh bien, on essaye de regarder comment ça peut fonctionner mieux, et avec une réorganisation du système. Et donc, moi, je ne suis pas un pessimiste, je suis plutôt optimiste, et il y a vraiment des marges de progrès, des marges de valeur qui vont nous permettre aussi d'aller chercher une meilleure efficience, et puis de vérifier si ce qu'on dit et ce qu'on fait fonctionne. Et quand on vérifie, quand on expertise, quand on mesure l'engagement, eh bien on se rend compte que parfois, il y a des erreurs qu'il ne faut pas recommencer, il y a des schémas qu'il faut voir en tout cas différemment. Et ce que j'ai aimé dans cette approche intégrative, c'est que finalement ça rejoint la responsabilité des élus aujourd'hui de porter ce message, d'aller chercher là aussi la coopération sur les territoires, entre monde médical, entre monde politique et puis organisation nationale, avec des ARS qui, j'espère, prendront beaucoup plus de pouvoir qu'elles n'en ont aujourd'hui, parce que la décentralisation, c'est vraiment le sauvetage de la France et la sauvegarde des missions de services publics ou privés. Et donc, on a ce besoin vraiment d'avoir une pensée qui soit complètement décentralisée. Alors voilà, moi, je suis un anti-jacobin. Je le dis et je l'assume, même si je suis resté 5 ans dans cette maison. Mais j'ai tellement vu d'impasse ici même que je me dis... c'est quand même mieux quand on est à l'extérieur de cette maison que quand on est dans cette maison. Et pourtant, il faut y être pour porter les messages. Enfin, sur la coopération privée-privée, ou public-privé, ou public-public, cette coopération donc, des hôpitaux de Corrèze que nous avons montée à partir des compétences, surtout des hôpitaux à partir de Brive, de Tulle, d'Ussel et de Bord, c'est qu'on a montré simplement une forme d'intelligence, si on peut la présenter ainsi, mais une forme d'intelligence dans la confiance entre les hommes. Et le monde médical doit aussi se faire confiance entre eux et confiance entre nous, entre monde politique et monde médical. Parce que finalement, si parfois les Français découvraient avec quelle stupidité parfois ces deux parfois s'opposent, ou l'un s'oppose à l'intérieur dans lequel il vit, eh bien je ne suis pas certain que pour le monde médical, il y ait beaucoup plus de gens qui sortent sur les balcons pour les applaudir, y compris dans des périodes qu'on a vécues avec le Covid. Donc vous voyez tout ça, quand les hommes et les femmes se rendent compte de certains dysfonctionnements qu'on a en France, eh bien on perdrait beaucoup en crédibilité. Donc il faut vraiment nous remettre en question, et je trouve que votre approche, elle apporte cette crédibilité, puis elle nous donne envie aussi de réfléchir avec vous, et je trouve que c'est assez excitant de pouvoir penser autrement que ce que nous avons vécu depuis plus de 50 ans. Enfin, les programmes qu'on a pu évoquer ici sur un territoire du sud-ouest de la France, c'est de réfléchir à aller chercher les coopérations possibles et la confiance entre public, voire public-privé. Je parlerai aussi d'une expérience qu'on a menée. On a fait un rapprochement de notre maternité. On a fait une maternité, un plateau technique de 1500 accouchements en regroupant une clinique privée avec un hôpital public. Voilà, c'est possible parce que c'est nécessaire aujourd'hui. Donc ce décloisonnement-là, cette façon aussi de pouvoir aller chercher la confiance chez les uns et chez les autres, c'est quelque chose de vital à mon sens, c'est quelque chose qu'il faut porter. Voilà, non pas pour dire qu'avant c'était mal, mais surtout pour dire qu'il y a surtout une prise de conscience aujourd'hui sur notre cycle de fin. Et comme toujours, quand il y a un cycle de fin, il y a un cycle de début. Voilà, moi j'ai envie qu'on soit ensemble pour créer ce cycle de début. Merci à vous. Merci infiniment. Et en plus d'être éloquent, c'est vrai que l'acteur mairie qui a la vision globale comme un acteur engagé qui va être déterminant dans la transformation en santé, c'est pas une notion à laquelle on a été biberonné. Et je pense que c'est assez innovant sur le plan structurel. Et c'est vrai que c'est des interlocuteurs, vous êtes des interlocuteurs de terrain qui ont une maîtrise de terrain qui est indispensable au pilotage de ces transformations. Alors on va prendre quelques questions, si vous voulez bien. Madame Isabelle. Merci beaucoup Isabelle Bicard. Je suis directrice médicale dans une entreprise d'éducation à la santé. Une question un peu naïve. Assistons-nous aujourd'hui à la naissance d'un réseau de villes santé intégratives avec partage d'expériences, mutualisation des moyens? C'est un doux rêve qu'on peut faire.
Si oui, ce serait merveilleux. Sinon, peut-on s'appuyer sur les réseaux ville santé déjà existantes? Oui, madame, on est là pour ça, puisque M. Toledano m'a été présenté par M. El Khoury il y a 8 mois à peu près. Ce que je vous ai dit, c'est la compréhension que j'ai de son affaire, de sa philosophie, de l'Institut, de ce qu'on a vu, et notre envie d'essaimer pour répondre à des besoins territoriaux. On n'a pas besoin d'avoir un grand territoire, il suffit d'avoir un territoire adapté, avec quelques thérapeutes, des spécialités qui correspondront aux besoins locaux, et puis peu à peu, je crois que l'oiseau fera son nid, et qu'on arrivera, avec M. Noblecourt, qui va nous aider financièrement à trouver les solutions. Je vois qu'il pratique l'amphithéose. Ça nous va très bien, les bons amphithéotiques, on sait les pratiquer, donc ça c'est une chose enrichissante pour la société, pas pour la ville, mais on est prêt bien sûr à investiguer avec vous toutes ces solutions-là, parce que il est vrai que le nerf de la guerre, c'est quand même l'organisation. Il faut qu'on ait un compte d'exploitation d'au moins 3 ans qui permet de lancer l'affaire, et puis après, on est assez près de M. Toledano. Sherazade n'est pas loin non plus, elle a promis qu'elle viendrait nous voir 3 fois par semaine, c'est ça, je crois. Voilà, merci. Et donc, on va arriver, je pense, à trouver le point d'équilibre pour démarrer. Ce qu'il faut, c'est démarrer. Et en province, on a énormément de thérapeutes. Il y a tout ce qu'il faut. Et comme c'est ouvert aux heures de travail, de 8h du matin à 18h le soir, donc c'est bien. On a des gens qui vont, dans leur cabinet, avoir un petit plus dans notre activité commune de l'Institut Raphaël à Montargis. À Brive, c'est sûrement pareil. Absolument. Lorsqu'on s'est rencontrés aussi, on a été séduits par cette idée, mais en fait, on a juste besoin d'écrire à la fois une organisation qui soit tournée vers le patient, évidemment le malade, c'est quand même le cœur de cette ambition, sans pour autant dire que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas bien. Mais je crois qu'il a pédagogie et puis rentrer avec le monde des personnels soignants pour expliquer aussi qu'il y a une vraie logique et qu'il y a aussi une vraie envie de faire mieux. Bon, on est dans un pays où finalement on est plutôt des enfants gâtés parce qu'on a tout le temps superposé les couches les unes sur les autres sans forcément se poser la question si la couche d'en dessous était efficiente ou s'il fallait l'améliorer. Donc cette idée de tirer par le haut, moi ça me plaît bien et je crois que c'est un discours aujourd'hui qui est très attendu. Il y a des freins, évidemment, parce que chacun regarde son petit territoire, son petit nombril et son petit moi et son petit jeu, mais c'est vraiment une question de management aujourd'hui. Ce qui compte beaucoup dans tout ça, c'est que, moi je me souviens, ça fait 30 ans que je fais la vie publique, il y a 30 ans, sur une base de 100, je faisais 20% de management et 80% d'action. Aujourd'hui, on fait plutôt 60-70% de management pour seulement 30% d'action. C'est comme la raréfaction de l'argent public, de l'argent tout court, c'est qu'on aura bien besoin de se centrer sur l'essentiel et d'amener... pas qu'un groupe de pensée, on n'est pas dans la philosophie, on est plutôt ici dans la recherche d'efficience et de l'amélioration de l'offre. Bon, voilà, c'est un travail. Je crois qu'un hôpital comme Brive, et avec le regroupement des hôpitaux corréziens, on est dans le plan Ségur. Il y a peut-être des niches aussi à pousser, il y a peut-être des remises en question qu'il faut porter. Moi, je trouve que c'est vraiment le moment de le faire. Voilà, et loupons pas ce rendez-vous. Alors, on va continuer les questions, mais je voudrais demander à Nicolas Portelan de venir, et nos maires restent à la tribune, et comme ça on élargira le spectre de la réflexion, parce qu'on voit que c'est tout à fait complémentaire. Donc Isabelle, l'idée c'est de démarrer un mouvement ici, c'est ça? Madame la députée en est garante, et Madame la présidente de l'Assemblée nationale qui passait tout à l'heure est très contente de ça aussi. Nicolas. Merci Alain, mesdames et messieurs. Alors, si tu peux rappeler aussi ton parcours, etc. Oui, alors rapidement, mais simplement pour dire d'où je parle, parce que c'est vrai que je suis récemment arrivé sur cette direction commune des hôpitaux de Corrèze. J'ai eu la chance précédemment d'exercer 7 ans des fonctions en centre de lutte contre le cancer, qui a déjà une approche fortement intégrée autour de l'oncologie. Antérieurement, 7 ans dans plusieurs ARS, Limousin, Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, avec la joie et le bonheur de faire un peu de management à l'occasion de ces fusions, de ces réorganisations. Et antérieurement, directeur d'hôpital. Merci beaucoup. À Saint-Brieuc, et antérieurement Manip Radio, ce qui fait un parcours un peu atypique, qui fait que je pourrais vous livrer mon avis sur cette question et probablement pas celui de ma profession d'aujourd'hui, qui est directeur d'hôpital formé à l'école des hautes études en santé publique. Mais
Malgré tout, pour partir de ce parcours, se dire d'abord que quand on est directeur d'hôpital, on est en effet formé dans cette école des hautes études en santé publique. On a souvent cette image d'avoir une approche plutôt tournée autour des éléments de gestion, autour des éléments financiers, mais je revendique qu'on a aujourd'hui une génération de directeurs d'hôpitaux qui est vraiment plutôt formée à cette école de la santé publique, de cette vision globale de la santé qui ne se réduit pas aux soins, qui a vraiment une ambition à porter sur nos territoires en matière de santé, incluant la prévention bien évidemment, et puis finalement ce qu'on appelle aujourd'hui avec Alain Toledano cette médecine intégrative, et je crois qu'il faut le revendiquer et pas chercher à différencier la partie très sanitaire, l'exercice de la prise en charge, de l'accompagnement global. Moi je tiens beaucoup à ce terme d'accompagnement de nos patients. Un orateur évoquait la question des vulnérabilités, quelles qu'elles soient dans le parcours, qu'on soit malade, dépendant. On a des vulnérabilités à accompagner quand on est dans notre rôle sur le système. Alors je ne vais pas revenir sur les grands enjeux qui ont été évoqués, un essor incroyable des maladies chroniques, et c'est plutôt une très bonne nouvelle qu'on arrive désormais à soigner un certain nombre de pathologies, une rareté des ressources en santé qui est évidente, un bien meilleur rapport qui est l'empowerment incroyable de nos patients qu'il faut accompagner, des usagers, de nous-mêmes, et je crois que ces 3 ingrédients à eux seuls auraient pu suffire, mais la contrainte financière qui est prégnante et dans toutes les bouches aujourd'hui fait que on est quelque part à ce moment du chaos où tout peut basculer. Et moi, je suis d'une nature hyper optimiste, et je me dis que quelque part, se retrouver ce soir aujourd'hui, ça relève peut-être un peu du kairos des Grecs, monsieur le maire, président du conseil de surveillance de l'hôpital de Brive, disait qu'on était là au bon moment. Moi, j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a un moment de pionnier, fondateur, où on peut écrire une belle histoire, on peut... dans notre système actuel et encore plus dans un système qu'on pourrait réinventer demain, avec des outils financiers bien sûr, permettre l'agrégat des compétences, mais aussi permettre l'agrégat des appétences. Parce qu'aujourd'hui, quand on est directeur, en effet, il y a beaucoup de management, il y a beaucoup de capacités à embarquer les hommes et les femmes qui font vivre un hôpital. Vous savez combien le quotidien peut être difficile, donc il faut en effet être en capacité d'avoir la tête dans les étoiles et les pieds sur terre, et d'embarquer nos équipes, tout en ayant une forme de principe de réalité qui nous rattrape au quotidien. Mais ce management, on ne peut le tenir désormais qu'avec des projets ambitieux. Alors un projet comme le porte Alain Toledano, c'est vraiment pour nous, sur la ville de Brive, un premier élément après cette conférence, un fédérateur incroyable. C'est-à-dire qu'on a un brillant orateur qui est capable de transmettre beaucoup de choses, et tout de suite une population, des professionnels de santé qui s'agrègent, qui viennent vers nous, qui montent une association, qui veulent co-construire avec les opérateurs. Et c'est vrai que moi, en tant que représentant du centre hospitalier, je le dis, je le revendique, nous ne devons être dans ce projet qu'un maillon qui va venir participer au projet. Il ne faut surtout pas faire un machin hospitalo-centré comme on sait bien le faire, qui descendrait par une circulaire via les ARS. Il faut laisser vivre l'énergie locale, il faut agréger, je crois, avec beaucoup d'humilité, toutes ces énergies, les industriels, la vie économique, les mécènes qui assez spontanément viennent nous rencontrer, nous dire mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider finalement, et réfléchir à des montages où on arrive à être un opérateur très présent, mais un opérateur seulement de ce projet. Et l'élément primordial, je crois, celui qu'on doit vraiment incarner, représenter dans ce projet, c'est l'élément de l'évaluation. C'est celui que porte aujourd'hui l'Institut Raphaël, c'est sa capacité à démontrer. On évoquait tout à l'heure la faiblesse finalement des études médico-économiques. Il en existe. Alain Toledano évoquait un certain nombre d'études qui montrent que, j'aime pas trop le terme de compliance ou d'observance au traitement, mais malgré tout, quand on est en capacité de donner des outils à nos patients, en cancérologie par exemple, quand on est capable de les outiller avec des coachs parfois, eh bien, on voit que le patient va mieux suivre son traitement, éviter un certain nombre de métastases et des récidives, avec donc des économies qui ont été chiffrées. Dans le jargon, ça s'appelle du PRME, un programme de recherche médico-économique porté par le ministère. Mais on a des éléments, ça fonctionne. À nous de réussir à évaluer la dansothérapie avec Sherazade,
au hasard. La schizophrénie, le lapsus. Eh bien, je suis perturbé. Voilà. Non, mais à nous d'évaluer toutes ces thérapeutiques innovantes. Et ça, je crois que par contre, c'est vraiment le rôle de l'hôpital et des hospitaliers de l'apporter dans le projet parce que c'est notre expertise. Merci infiniment. Je voudrais revenir sur votre relation, Nicolas et Frédéric. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que dans toutes les villes, le directeur d'hôpital et le maire s'entendent aussi bien ? Ouais. On avait... Les raisonnements par analogie vont... Monsieur le maire a connu plus de directeurs d'hôpitaux que je n'ai connu de maires, donc je vais lui laisser la parole. Tout à l'heure, je parlais de... Oui, eh bien, est-ce que c'est le directeur d'hôpital et l'ARS, ou est-ce que ce couple directeur d'hôpital-maire, c'est une histoire solide sur laquelle on peut structurellement s'appuyer ? C'est une sorte de confiance, voilà. La confiance n'exclut pas le contrôle, aussi bien du côté de Nicolas que du mien. Donc voilà, et puis finalement, c'est chacun, alors là pour le coup, chacun dans son couloir, mais avec une direction commune, et à un moment donné, avec une convergence des moyens. Voilà, je fonctionne comme ça, moi, à la collectivité, et l'esprit mutualisation aussi, c'est un point important. Vous savez, on a toujours tout superposé, tout construit par silo. On n'a jamais pensé à ce qu'un homme puisse faire avec une mission qui peut être commune pour un territoire ou pour un projet. C'est ça qu'il faut arriver aussi à faire. On a toujours superposé les compétences, plus dans le public que dans le privé, parce qu'on a moins d'efficience, il faut le reconnaître parfois, malheureusement d'ailleurs, parce que c'est un sujet qui à mon avis... Le public n'est pas moins compétent et moins attractif que le privé. C'est une utopie. Parfois, on parlait aussi de différenciation de tarifs et de dépassement d'honoraires. Ça, c'est autre chose. C'est un sujet différent. Mais si on veut bien réfléchir à une meilleure organisation, il y a des chances de pouvoir aboutir, là aussi, sur un projet et un programme, et surtout sur une attractivité de territoire. Nous, ici, à Paris, il y a peut-être moins de difficultés que dans les provinces, que dans les et encore. Je ne suis pas certain. Peut-être qu'on soigne même mieux en province qu'on ne le soigne à Paris. Sauf peut-être quelques experts ici ou là qui sont référencés, qui sont connus. Mais non, nous, on a cette obligation peut-être aussi de trouver d'autres solutions. Voilà. C'est ça l'intérêt de réfléchir ensemble et en confiance. Alors on va demander, je vais vous amener le micro, mais en attendant, Benoît, sur le... Est-ce qu'on a parfois... l'alignement entre l'hôpital public et la clinique privée, est-ce qu'elle préoccupe pas plus le maire dans l'action de santé que le projet à venir ? C'est structurel comme questionnement. Est-ce que c'est facile d'aligner un hôpital, une clinique sur un territoire quand on est maire ? Ou est-ce que forcément ça travaille ensemble ? Moi, j'ai parlé de la communauté territoriale des professions de santé, qui est quand même aussi un élément peut-être plus neutre, qui n'implique ni l'hôpital ni la clinique a priori, mais dont tous les médecins peuvent venir d'une manière naturelle et volontaire. Et je crois que c'est plus facile. Alors, on a un directeur d'hôpital qui est très engagé avec son président. Moi, je ne suis pas président du CHAM de Montargis, puisqu'il est ami, la ville à côté, mais bon, ça ne pose pas de problème. Philippe est un de mes adjoints qui est là-bas, au conseil d'administration. On est dans un GHT avec Orléans. Le Loiret, c'est presque 700 000 habitants. Il y a beaucoup d'enjeux. Il y a Orléans, il y a Pithiviers, il y a Gien, il y a Montargis. Donc, les problèmes du GHT ne sont pas les mêmes. On est un peu phagocytés. Vous, c'est un hôpital pour la Corrèze principalement. Non, c'est 4 hôpitaux, mais c'est vous le leader. Oui. Voilà. Donc, ça crée des relations un peu différentes. Là, on est dans une sous-préfecture à Montargis, mais je crois que s'appuyer sur les médecins simplement, et les professions de santé, pour régler ce problème-là, on a un niveau d'intervention qui est beaucoup plus approprié. On a Arié, directeur de la clinique, un autre directeur de l'hôpital qui est pas médecin, et les choses sont plus faciles avec les médecins, je pense. Hein. Très bien. On continue, donc on se balade dans les organisations territoriales. Merci infiniment de me laisser poser une question. Alors, la question est la suivante. Est-ce que finalement, il ne faudrait pas supprimer le ministère de la Santé pour parvenir à une santé intégrative ? Je m'explique en fait. Je pense, est-ce qu'il ne faudrait pas passer d'une notion finalement de pénibilité du travail à une notion d'incapacitation, c'est-à-dire mesurer finalement le caractère délétère des différents ministères, finalement utiliser la maladie comme un bio-indicateur finalement pour se rendre compte
de la performance de chacun des ministères. C'est-à-dire que, en fait, quand on est dans une injustice, il y a des maladies mentales qui peuvent être générées. L'éducation a un impact sur la santé. Le ministère de l'Environnement, n'en parlons pas, à la fois pour l'environnement, mais aussi, par exemple, pour toute la perte anémique qu'on peut générer. Donc, finalement, chaque ministère a un impact sur la santé. Est-ce qu'il ne faut pas venir à donner des objectifs santé à tous les ministères pour arriver à cette santé intégrative. Voilà. Vous verrez sur le cahier de route numérique, il y a 74 propositions que j'ai faites. Voilà. Mon nom c'est Koussouros et j'ai abordé plein de choses dans ce domaine-là et j'aimerais vraiment qu'on... Voilà. Merci. Alors la question est politique. Alors, on a un invité qui va représenter tout à l'heure pour le prix d'Ocapost, mais que j'ai connu quand il était le chef de cabinet de François Fillon, Premier ministre. Donc je peux te demander d'utiliser la casquette politique aussi sur on te fait participer, il n'y a pas de raison. Moi, est-ce que je peux, Alain, juste dire un point? Moi, je ne ferai pas de pour ou de contre. Simplement, c'est que la construction de nos politiques publiques depuis la libération à aujourd'hui mérite quand même qu'on se pose les bonnes questions de savoir si on est efficient ou pas. Enfin, je veux dire, à un moment, c'est quand même pas un gros mot de dire est-ce que la France vit pas au-dessus de ses moyens? Est-ce que la France peut pas revoir ses politiques publiques pour les ajuster? Est-ce que la France peut pas réfléchir davantage encore à ce mot d'aménagement du territoire qui s'appelait la DATAR, quand la France s'est reconstruite après-guerre? Et la DATAR aujourd'hui, eh bien, c'est une organisation régionalisée, régionale, et le pouvoir est dans la région. Le pouvoir n'est plus au sommet de l'État. Au sommet de l'État, on ne réfléchit plus. On est des vrais technos, on pense la technocratie, on la vit, on la respire, on la consomme, mais on est efficient sur l'aménagement du territoire. Donc oui, si moi il y avait une révolution à faire, c'est celle-là. Plus girondin que jacobin. Alors, pas mieux. Non, mais merci Alain de me refiler la patate chaude, c'est vraiment super. Très heureux d'être avec vous. Alors je précise, j'étais conseiller santé et je suis heureux de retrouver. Alors il y a Jean-Pierre Dor qui est dans mon dos, alors je fais attention aux coups de poignard. Voilà, on a travaillé ensemble et je retrouve un peu, c'est un peu la communauté de la médecine intégrative, j'allais dire la communauté de l'anneau, où en fait, moi j'ai eu la chance aussi de travailler avec Martin Hirsch, Olivier, sur ces sujets-là, et puis je retrouve Pauline Dubar sur la partie santé, et puis Snezana Mihajlovic. Si vous ne connaissez pas la Fondation Opal, dans le Pas-de-Calais, ça c'est chez moi, c'est un lieu super. Et avec Nicolas, on parlait tout à l'heure, je le fais à la lumière du prisme La Poste pour ne pas reparler tout à l'heure. On parlait en fait d'une action que tu as initiée quand tu étais à l'ARS et qu'on porte là, qu'on initie dans certains départements, dont la Corrèze, monsieur le maire, qui est une action sur le programme ICOP. Donc c'est en fait un programme de l'OMS de repérage précoce de la perte d'autonomie, en mobilisant en fait des temps de facteurs formés pour ça, qui vont se présenter à domicile pour faire une préévaluation de la perte d'autonomie, des fragilités, et elle est derrière diligenter des interventions de professionnels de santé en ville, munis derrière de systèmes d'IA pour aller utiliser le plateau technique hospitalier en deuxième étape. Et on va avoir là l'opportunité, l'Agence de l'innovation en santé, le ministère, qui a une utilité, néanmoins, là déclenche un programme sur le challenge prévention IA en santé. Et à mon avis, ça va être un appel à projet un peu marqueur pour faire cette bascule vers des logiques de responsabilité populationnelle. C'est un truc qu'on porte depuis longtemps avec Nicolas et la Fédération des hôpitaux. Mais c'est le moment de le faire dans un système qui reste encore très, très picousé sur la tarification à l'acte. C'est bien pour certains points, mais pour d'autres, notamment les maladies chroniques, la médecine intégrative, il faut faire cette bascule et arriver à plus d'incitation sur ça. Et je suis convaincu, dernier point, si tu m'invitais à dire un mot de politique publique, que précisément, Madame la députée, dans ce moment où on cherche des majorités, les sujets qui émergent comme les sujets de l'IA et du pilotage par les données, qui sont des sujets nouveaux sur lesquels les précarés ne sont pas encore établis, peuvent faire bouger des choses. Donc c'est sans doute le moment, le coup d'envoi ce soir de ces démarches. Voilà. Merci beaucoup. Olivier, après on avancera naturellement, mais on donnera un temps plus important aux questions sur les politiques publiques et les organisations.
peux retrouver Bon, moi, je vous le disais, j'ai été à la fois un élu local, on ne peut plus girondin, puisque à Grenoble, on croit qu'on a inventé la décentralisation. Donc, je plus sois totalement à tout ce qu'a dit monsieur le maire de Brive. Mais j'ai été délégué interministériel et j'ai été directeur de cabinet d'un gros ministère qui s'occupe d'éducation nationale et donc est un des mastodontes de nos politiques publiques. Moi, je pense qu'on a un paradoxe que je vais pas développer là, mais il y aura d'autres cadres pour y travailler et y réfléchir collectivement. C'est qu'on a un État central dont chacun voit aujourd'hui qu'il n'arrive plus à produire de l'efficacité de politique publique. C'est très juste ce que vous disiez tout à l'heure sur le pourcentage d'actions concrètes. Et il y a un petit bouquin qui vient de sortir, je fais de la pub pour un ami qui s'appelle Nicolas Castaldi, que certains connaissent ici, qui vient de sortir un tout petit bouquin qui s'appelle Contre l'empêchement, ça coûte 7 € et qui raconte comment un haut fonctionnaire est empêché, il a géré la crise du Covid avec d'autres, Martin et d'autres. Et Nicolas fait un petit bouquin qui est absolument délicieux sur comment autant de compétences peuvent produire autant d'inertie collective. Et très franchement, ça laisse songeur. Et je vous invite à lire ça. Donc, on a un État central qu'on aime bien en plus charger de tous les mots aujourd'hui et qu'il mérite en partie et pas seulement. Bon, bref. Mais on a, et là je fais mon poil à gratter, un autre paradoxe, c'est qu'on a une décentralisation qui est un échec absolu. Je le dis brutalement parce que sinon on va faire une soirée, on va tous être d'accord, c'est pas drôle. Mais en fait, les politiques sociales, que je connais un petit peu, la décentralisation des politiques sociales, c'est un carnage dans beaucoup de cas de politique sociale. Il y a une inégalité territoriale qui s'est aggravée, il y a une qualité de prise en charge qui s'est aggravée. L'ASE, je dis de Mme la députée, c'est terrible. La prévention spécialisée, il y a 15 départements en France au moins, c'était le cas quand j'étais en responsabilité dans l'État, qui n'ont plus aucun service de prévention spécialisé. C'est une mission obligatoire des départements des lois de juillet 82. Elle n'est plus exercée par certaines collectivités. Le ratio accompagnement, vous avez employé le mot accompagnement, qui est quand même la clé, c'est-à-dire un des mots de notre société, c'est l'isolement et l'absence d'accompagnement et de prise en charge. On revient sur la santé intégrative. Sur l'insertion des gens, et ça a à voir avec tous nos sujets des vulnérabilités. Lorsque le RMI a été créé, le ratio de dépenses d'accompagnement sur les dépenses d'allocation, c'était 20%. Si vous dépensiez 100 € d'allocation, il fallait mettre 20 € pour accompagner les gens, ce qui paraît du bon sens, hein, cette histoire d'apprendre à pêcher ou de donner un poisson. Bon. La loi ensuite a dit, oulala, on n'atteint pas les 20%, donc on a mis 16% dans la loi Salami. Vous savez quel est le ratio aujourd'hui de dépenses d'accompagnement sur les dépenses d'allocation dans notre pays? C'est moins de 7%. On a divisé par 3 l'effort d'accompagnement des plus vulnérables. Donc après, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc, moi, je pense, et je me tais parce qu'après, c'est que, en fait, il faut inventer un rapport contractuel au territoire. Je pense qu'il n'y a plus de possibilité de dire aux élus locaux ce qu'ils doivent faire. Je pense que c'est au territoire de s'organiser. Mais par contre, il y a encore un principe d'égalité républicaine sur lequel l'État doit fixer des objectifs de ce qu'est un socle aujourd'hui, de mission d'intérêt général. Et soit les collectivités et les acteurs du territoire s'organisent pour atteindre des objectifs. Et l'État n'a pas à être juge. C'est fini l'État en surplomb qui dit aux élus ce qu'ils doivent faire, ou même aux administrations, aux associations autres. Ça ne marche plus. Donc en fait, aujourd'hui, il faut apprendre à devenir un animateur du territoire et à aider les gens à obtenir des résultats. Et si ça ne marche pas, avoir à ce moment-là la main ferme de l'État qui intervient et qui vient prendre le relais, se substituer à un service public défaillant sur un territoire. Mais il faut créer un nouveau rapport d'exigence qui suppose en effet une liberté d'organisation territoriale beaucoup plus importante. Mais pas le chacun pour soi. Merci infiniment. Alors on va encore continuer à applaudir nos orateurs qui vont rejoindre leur place et on va demander au dernier orateur avant le prix à venir. On a pensé santé territoire. On a émis l'idée qu'en fait avec la santé culturelle, on allait créer une dynamique. Comme Denis représente le château de Versailles ici, cette notion de santé culturelle au château de Versailles, donc on va faire rentrer dans l'intemporel une histoire. Pourquoi elle a animé les équipes du château de Versailles ? Alors, je crois qu'elle est peut-être à l'aune de tout ce que j'écoute ce soir. Et moi, alors, je suis vraiment un néophyte. Je ne suis pas du tout issu du monde médical, puisque effectivement, je viens de Versailles. Mais j'aimerais reprendre un des propos qui a été évoqué sur les évaluations, si vous me permettez. J'ai vraiment apprécié l'intervention relative à la notion de santé sans forcément de données économiques véritablement rattachées pour en porter toute la force de la nécessité. Et je pense que dans des lieux comme Versailles, et Versailles n'est pas le seul, simplement il a peut-être une voix de poids, d'image à pouvoir véhiculer des process. Ça fait des années et des années que nous menons à notre petite échelle et de façon très discrète, au-delà de l'image d'un lieu de tourisme international et d'une réputation bien sûr mondiale du site, des actions
très ponctuelles, à petite échelle, vis-à-vis de tous les publics. Et quand j'entends parler de santé intégrative, Madame la députée, elle me fait vraiment penser, moi, à toutes les populations en marge que nous accueillons à Versailles, parfois avec de très grandes difficultés. Des gens qui n'osent pas venir à Versailles, qui ne se sentent pas à leur place à Versailles, qui ont peur d'y venir parce qu'ils pensent que ce n'est pas pour eux. Mais si, c'est pour eux. C'est la maison de tous, Versailles. On est tous chez nous à Versailles. Nous nous employons, comme nous le pouvons, à notre échelle, à faire cet accueil pour le plus grand nombre. Il y a certes les dimanches gratuits, on vient d'en vivre un, là. Mais au-delà de ça, il y a vraiment beaucoup d'actions qui sont organisées avec nombre d'associations, nombre d'acteurs de la santé, qu'elles soient intégratives ou directes, qui nous font des démarches, qui nous demandent d'accueillir, y compris des gens en situation médicalisée très lourde que nous accueillons. Et quand je vois, et vraiment je le vis au niveau du ressenti et des émotions, la portée que peuvent avoir ces venues à Versailles de ces gens qui n'y croyaient pas, les résultats immédiats, je ne les mesure pas, je ne peux pas le mesurer. Mais quand je vois des personnels qu'on retrouve année après année, parce qu'on pratique ça, moi pour ma part je le pratique depuis 30 ans à Versailles, quand je revois des soignants qui me disent « vous ne pouvez pas savoir les résultats que ça a apporté à ces personnes aidées », eh bien, j'espère le 15 novembre vous en faire un peu la démonstration avec une exposition que nous avons faite cet été avec des jeunes de plusieurs organismes sociaux qui ne pensaient même pas pouvoir être reçus à Versailles et qui ont fait une exposition après 1 an de pratique de danse artistique dans des lieux qui ne sont habituellement ouverts que sur des coûts de prêt, de location à des prix astronomiques. Et nous les avons ouverts aussi à ces publics-là pour leur montrer qu'ils pouvaient y faire des choses et y réussir des choses assez exemplaires. Des actes de danse, et c'est pour ça que j'y pense, parce que tout à l'heure on a parlé de la dansothérapie. Eh bien j'aimerais que si certains d'entre vous viennent le 15 novembre, j'espère leur montrer ces résultats avec des jeunes dont on a pris des photos avec des autorisations qui s'y rapportent, etc., mais qui sont utilisables. Si je viens à ce propos, c'est pas dans un souci de visibilité, mais c'est peut-être pour dire que dans les nécessités d'évaluation, il faudrait peut-être prendre aussi en considération les visuels, les images de tout ce qui est réalisé auprès de ces publics dans l'ensemble des institutions qui, grâce à des organismes comme l'Institut Raphaël, ont la chance de pouvoir recevoir ces publics. Parce que la difficulté qu'ont des institutions publiques, monsieur, en réponse à votre propos par rapport aux actions des ministères, eh bien, c'est aussi localement que toutes les institutions culturelles travaillent le plus sur ces actions-là. C'est pas sur les directives ministérielles. Certes, ils nous appuient, et certes, ils relaient l'image, ils ont un vrai rôle. Mais ce qu'ils font, ils sont sur les territoires, ils sont dedans, avec les DRAC ou avec les différentes institutions culturelles, très proches des milieux hospitaliers, pour arriver à organiser ces actions. Je pense qu'aujourd'hui, notre société, elle est énormément fondée sur le poids de l'image. Si on arrive à adosser à toutes les évaluations chiffrées, et j'en ai demandé beaucoup, y compris aux collaborateurs de l'Institut Raphaël, pour justifier de ce que nous faisions, je pense que si nous arrivions à traduire ça par des supports d'image, nous serions beaucoup plus forts dans les convictions à devoir apporter aux représentants publics pour faire avancer ces sujets. Voilà ma petite contribution, pardon. Voilà, merci et merci au Château de Versailles et bravo à la santé culturelle. Alors maintenant, on va avoir une dizaine de minutes avec le professeur Fabrice Bernat, que j'ai plaisir à présenter. Après quoi, on a un moment solennel très important, c'est la remise des prix David Servan-Schreiber. Et on va raconter ça très prochainement. Alors, Fabrice est professeur de psychiatrie et est un des plus actifs professeurs français sur le plan académique sur la médecine intégrative, puisque dans le bureau du Collège universitaire des médecines intégratives et complémentaires, il a apporté plus que sa pierre à l'édifice. Il travaille en plus avec son étiquette de psychiatre, les biais cognitifs. Et donc, on est très, très honoré à titre amical. Je suis très heureux que tu sois là ce soir. Et alors, on a été sur un sujet qui est bien pour toi. Les dérives sectaires. La manière dont en santé intégrative, on s'en sort avec cette notion-là de dérive sectaire, qui est une vraie notion réelle, mais qui est un vrai sujet aussi. Est-ce que c'est un frein de le traiter? Est-ce que c'est important? Comment on doit voir les choses? Merci à toi, Fabrice. Merci beaucoup, Alain, pour ton invitation et merci beaucoup, Madame la députée, pour créer ces espaces ici de réflexion et de partage. Je pense que c'est vraiment important. Alors, j'ai intitulé mon topo, ma présentation, « La médecine intégrative pourrait-elle être une solution pour réduire les dérives sectaires en santé ?» Et je reconnais que ce titre est un peu provocateur, puisque parmi les détracteurs de la médecine intégrative, un certain nombre considèrent que la médecine intégrative est une sorte de cheval de Troie pour laisser entrer dans les soins conventionnels des pratiques à risque justement de déviance. Et ce titre est vraiment provocateur puisque
le prochain rapport de la Miviludes est attendu normalement ce mois-ci. Il a été annoncé pour ce mois-ci. Et je pense qu'il est important d'avoir une lecture un peu critique quand même, d'avoir une vision très critique de la médecine intégrative, des pratiques de soins non conventionnels, mais aussi d'avoir une lecture très critique des arguments utilisés par ces détracteurs pour alerter sur un certain nombre de dangers, parfois en exagérant un peu la portée. Et donc j'exerce donc à Strasbourg, j'habite en Allemagne, je connais bien les modèles allemands et suisses, et je dois dire que j'ai été un peu surpris par ce sujet politico-médiatique assez français des dérives sectaires en santé. C'est un sujet qui est médiatiquement quasiment associé de façon systématique dans les médias, et c'est un non-sujet quand vous franchissez la frontière, quand vous interrogez un peu au Canada, aux États-Unis, ce sujet-là, personne ne comprend de quoi on parle. Alors ça ne veut pas dire que ça n'existe pas à l'étranger, mais ça n'est pas devenu un sujet politico-médiatique comme en France. Et la position que je vais essayer de défendre, c'est de vous dire que la médecine intégrative, pour moi, c'est une des solutions pragmatiques de réduction des risques associés aux pratiques de soins non conventionnels. Pas toutes, mais c'est une de ces stratégies. Et je vais devoir faire un exposé assez condensé, mais toutes les réflexions qu'on a menées au sein du CUMIC depuis maintenant quelques années se trouvent sur le site du CUMIC. Vous pouvez les télécharger, c'est en libre accès, et ça donne un peu de matière épaisse pour réfléchir à tout ça. Alors, sur quel argument, finalement, le sujet des pratiques de soins non conventionnels inquiète en France? Pourquoi on dit que ces approches peuvent être dangereuses? Eh bien, oui, il faut le reconnaître, il y a des thérapeutes qui ont défrayé la chronique, des personnes qui, promouvant des thérapies dites naturelles, eh bien, ont détourné des patients de soins conventionnels efficaces, ont fait encourir des risques à leurs patients, ont détourné dans des idéologies douteuses des patients qui étaient en grande fragilité. Et donc, de fait, oui, ces dérives-là existent. Par contre, ce sont des cas souvent isolés, parfois fortement médiatisés, mais qu'on n'arrive pas forcément à quantifier de façon très fiable en termes de prévalence et en termes de santé publique. Avec un risque du coup d'amalgame, et ça c'est un autre point, l'argumentaire alarmiste en fait sur ces pratiques de soins non conventionnels a eu tendance à mettre sur le même plan justement des naturopathes qui détournent les patients des soins conventionnels et qui font encourir du coup une perte de chance à ces patients, avec d'autres naturopathes qui essaient de travailler en toute humilité et bien sûr en complémentarité avec des soins classiques, sans du tout se situer aux soins conventionnels, et puis en mettant même sur le même plan des services de médecine intégrative, donc des services hospitaliers, qu'on essaie d'intégrer aux soins conventionnels, des pratiques de soins non conventionnels. Donc ce discours qui a tendance à tout mélanger et à confondre une thérapie et son usage. On a beaucoup parlé de thérapie alternative, mais en fait ce qui est dangereux, c'est l'usage alternatif de certaines thérapies, et ce ne sont pas des thérapies qui sont par essence alternatives. Exemple, l'acupuncture. Une femme qui a un cancer du sein et qui souhaiterait traiter uniquement son cancer du sein à titre curatif par de l'acupuncture. Elle est dans un usage alternatif de l'acupuncture, mais ça n'a rien à voir avec l'usage de l'acupuncture pour gérer des nausées, pour gérer des douleurs en lien avec la chimiothérapie, associées au traitement conventionnel. Donc on ne peut pas du tout dire qu'une thérapie est alternative, c'est son usage alternatif qui est dangereux. Cette confusion dans le langage, dans le discours politico-médiatique est problématique. Et puis, il faut quand même le citer, il y a tout un argumentaire déroulant l'inquiétude sur ces approches qui dérive un peu des rapports de la Miviludes, qui explique que les dérives sectaires auraient explosé, notamment depuis la pandémie, que 25% des dérives signalées concernent le domaine de la santé, et que parmi elles, 70% concernent les pratiques de soins non conventionnels. Alors, on a bien entendu qu'il y avait un enjeu après la pandémie de lutter contre la désinformation en santé. Et ce que je vous propose justement, c'est d'analyser ces données de la Miviludes avec ce regard critique et tenter de lutter contre une forme de désinformation. Parce que ce que nous dit la Miviludes, c'est que oui, il y a une explosion des dérives et une augmentation des saisines au niveau de la Miviludes. Mais ce que ne dit pas la Miviludes, c'est que, déjà, ce discours-là, c'est un discours que tient la Miviludes depuis une vingtaine d'années, avant même que des chiffres existent au niveau de la Miviludes. Deuxièmement, les saisines sont stables en santé depuis 2017. Le nombre de saisines en santé n'a pas bougé depuis 2017. Donc il n'y a pas du tout d'effet d'explosion lié à la pandémie. En plus, pour parler d'une explosion après la pandémie, il faudra avoir un certain nombre de reculs. Mais les dernières données que la Miviludes a publiées datent de 2021, donc un an après la pandémie. Donc c'est un peu court. Et en fait, même l'UNATFI, qui est l'association donc, des victimes de sectes, a contesté cette notion d'une explosion des dérives le soir même où la loi a été votée dans ces lieux pour renforcer la lutte contre les dérives sectaires.
Deuxième point, ce que dit la MIVILUD, c'est que 25% des saisines portent sur la santé. Oui, mais ce que ne dit pas la MIVILUD, c'est qu'en 2017, c'était 50% des saisines qui concernaient la santé et que ce taux a régulièrement diminué jusqu'à 2021. Pourquoi ? Parce que les saisines sont principalement dans le domaine de la sécurité, pas dans le domaine de la santé. Troisième point, 70% des saisines concernent les pratiques de soins non conventionnelles. Très bien, mais ce chiffre, en fait, dans le rapport de la MIVILUD, que j'ai lu de façon extrêmement détaillée, comme tous les autres, en fait, est basé sur un échantillon qui est incomplet des saisines parvenues à la MIVILUD, et on n'a pas de chiffres fiables qui permettent d'apprécier l'évolution dans le temps de ces saisines. Donc on ne peut pas du tout affirmer qu'il y a un focus particulier sur les pratiques de soins non conventionnelles. Puis dernier élément plus problématique, c'est que l'ensemble du discours sur l'explosion des dérives est basé sur les chiffres de saisines. Or, qu'est-ce qu'une saisine à la MIVILUD ? Vous avez regardé un reportage télé hier sur la naturopathie, et puis vous vous dites, mais est-ce que c'est sérieux comme approche ? Vous écrivez à la MIVILUD pour demander des informations, ça c'est une saisine. Mais ça ne traduit pas une dérive, c'est juste une question que vous avez. L'élément qui indique un élément d'inquiétude, c'est un signalement. Les signalements, c'est 50% en gros des saisines qui arrivent à la MIVILUD qui sont des signalements. Mais on manque vraiment de précision sur le taux de saisines qui sont vraiment des signalements dans le domaine de la santé, et plus précisément ceux qui concernent les pratiques de soins non conventionnelles. Donc au jour d'aujourd'hui, on a un argumentaire qui nous dit qu'il y a des dérives en santé, notamment liées aux pratiques de soins non conventionnelles, mais les chiffres de la MIVILUD ne permettent pas du tout de documenter ces éléments-là, donc on ne peut pas mesurer les dérives liées aux pratiques de soins non conventionnelles sur la base des rapports de la MIVILUD. En fait, quand on lit en détail ces rapports, on est un peu inquiet par l'indigence scientifique de ces rapports, ce qui est d'autant plus problématique d'ailleurs que le comité scientifique de la MIVILUD est composé de certains chercheurs de renom, notamment le professeur de sociologie Gérald Bronner, qui est donc une des figures de la lutte contre la désinformation en France. Et donc, face à ce constat, nous avons, au niveau du CUMI, qui était assez inquiet, nous avions demandé dans le groupe d'appui technique du ministère qu'une expertise scientifique indépendante des données de la MIVILUD soit effectuée, justement, compte tenu de l'écart entre ces affirmations et ses propres chiffres. Nous avons demandé aussi, comme c'est un droit français, l'accès aux données de la MIVILUD, qui n'a pas répondu. Donc on a saisi la CADA, qui a validé notre demande, mais nous n'avons toujours pas ces chiffres parce que la MIVILUD s'y oppose. Et il a fallu qu'une sénatrice saisisse par 3 fois le ministre de l'Intérieur pour demander accès à ces données. Donc juste pour vous dire qu'il y a un sujet sur cette communication et d'une certaine façon sur l'argument du risque basé sur des chiffres qui sont d'une fiabilité un peu problématique. La loi qui est passée, qui a été votée dans cet hémicycle, je n'ai pas de problème avec cette loi en fait, mais l'argumentaire qui a servi à voter cette loi me questionne. Et la MIVILUD a été renforcée à l'issue de cette loi dans ses fonctions. Je pense qu'elle a surtout besoin d'être renforcée dans ses compétences scientifiques, en particulier dans le domaine de la santé, compte tenu des éléments que je viens de vous dire. Je ne parle pas du tout des autres domaines et je ne critique pas la MIVILUD en tant que telle. La MIVILUD a vraiment son rôle. Elle a un rôle essentiel justement pour la population. Mais il me semble que son utilisation politique parfois peut être un peu problématique, et ceci depuis notamment son rattachement au secrétariat général du CIPDR et du ministère de l'Intérieur. Alors, on va revenir maintenant sur le sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire quels sont les risques finalement de ces pratiques de soins non conventionnels. Le principal risque, en fait, c'est d'usage alternatif, c'est-à-dire celui qui va détourner les patients des soins conventionnels. Eh bien, il y a plusieurs études européennes qui montrent que cet usage alternatif, en fait, est extrêmement rare en réalité. Quand on mène des enquêtes de population, moins de 5% des patients qui ont un cancer décident volontairement de ne pas prendre de traitement anticancéreux pour prendre uniquement des plantes ou d'autres soins alternatifs. Le dernier sondage Odoxa 2023 qui a été financé par la MIVILUD montrait même que 63% des patients savent qu'en allant voir un thérapeute non conventionnel, eh bien, il peut y avoir un risque de dérive sectaire. Il peut que les approches qui sont pratiquées par ces praticiens n'ont pas de validation scientifique. Donc, ce n'est pas de dire que la population est ignare ou est inculte, la population le sait, mais elle y vient en essayant d'être dans une démarche la plus intelligente possible. Ça ne veut pas dire que certains ne se font pas avoir. Je ne suis pas en train d'être dans un discours rassuriste. Mais donc, il y a quelques risques qu'il faut prendre en compte de façon tout à fait sérieuse. Et puis, il y a aussi l'autre élément, c'est que les patients en demandent beaucoup de ce type d'approche. C'est 90% des patients avec cancer qui utilisent ces pratiques de soins non conventionnelles. Donc, comment faire ? Quand on demande aux patients ce qu'ils veulent, justement, ils demandent de pouvoir avoir un accès à ces approches. Et quand ils demandent que l'État encadre ces approches, ça ne veut pas dire qu'elle leur interdise l'accès. C'est qu'elle
crée un espace sécurisé d'accès à ces approches. Eh bien ça, il me semble que c'est typiquement ce que propose la médecine intégrative. La médecine intégrative, c'est justement proposer cet accès sécurisé à des pratiques de soins non conventionnels, toujours en complément à des soins conventionnels efficaces. Donc en d'autres termes, il me semble qu'un des slogans, c'est qu'on peut dire que la médecine intégrative, c'est l'alternative aux médecines alternatives. Pourquoi ? Parce que c'est ce modèle qui peut être concurrentiel aux thérapeutes qui vont détourner les patients des soins conventionnels, parce que justement, le milieu conventionnel offre une ouverture à certaines de ces approches non conventionnelles. Pas toutes, l'idée c'est pas de faire entrer tout et n'importe quoi, mais au moins certaines de ces approches. Et on peut faire l'analogie avec la stratégie de réduction des risques et des dommages qui a été appliquée dans l'addictologie. Vous avez tous entendu parler des salles de shoot ou des salles de consommation à moindre risque. L'idée c'est celle-ci, c'est que la prohibition contre la drogue, on sait que ça ne marche pas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est créer des espaces de consommation de certaines drogues pour diminuer les risques liés à leur usage. Eh bien, et c'est là que s'arrête l'analogie entre les addictions et les pratiques de soins non conventionnelles, on peut créer des espaces, comme la médecine intégrative, pour de l'utilisation de ces approches à moindre risque. Et maintenant, je me dis, on a un raisonnement qui est un peu centré sur la France, et je vous ai dit que le sujet des dérives sectaires en santé était un sujet un peu politico-médiatique franco-français. Pas de côté, allons voir ce qui se passe en Suisse. En Suisse, en 2009, la population a voté pour que les soins intégratifs soient mieux encadrés par l'État. Ça aboutit à quoi ? Au renforcement d'une initiative déjà bien avancée de structuration de la médecine intégrative à l'université et dans les milieux de soins de manière générale, mais aussi, ça aboutit à réglementer le statut des naturopathes ou des praticiens de santé non professionnels de santé, une autorisation d'exercice pour ces praticiens qui est conditionnée à une formation encadrée par l'État, formation de base avec des connaissances médicales de base, plus une spécificité dans 5 domaines reconnus par l'État suisse. Et donc on pourrait se dire, si la Suisse a ouvert ses portes, on devrait s'attendre à une explosion des dérives dans ce pays, puisque voilà, on a ouvert la porte à toutes ces approches qui sont potentiellement à risque de dérive. Eh bien, que montrent les chiffres ? Les chiffres montrent une diminution régulière des saisines enregistrées au niveau du CIC, le Centre intercantonal sur les croyances, qui n'est pas l'équivalent de la Miviludes, mais qui est un organisme qui collecte aussi ce type d'informations, en précisant que le CIC dispose réellement d'une expertise de haut niveau. Tous les employés du CIC sont des personnes qui ont des thèses d'exercice, qui ont une formation scientifique, qui travaillent de façon très étroite avec les médecins cantonaux. Ils ont des catégories qui ont été éprouvées, bien définies, une stabilité des chiffres depuis plus de 20 ans. Donc on a vraiment tout ce recul pour nous dire que non, cette ouverture qui date maintenant de 2010, eh bien, elle ne s'est pas du tout accompagnée d'une explosion de dérives. Au contraire. Et je trouve qu'il est assez étonnant de voir côté suisse l'impact des discours alarmistes que l'on connaît côté français sur les pratiques de soins non conventionnels, en dépit justement du manque d'expertise qu'on a en France sur le sujet, et du côté français, l'absence de référence finalement à cet exemple suisse, qu'on a un exemple grandeur nature, qui est pour moi un des exemples d'organisation du système de soins les plus structurés qu'on a en Europe. C'est même mieux que l'Allemagne, je pourrais encore vous en parler si vous voulez, mais voilà. Et donc, mon propos était un peu provocateur. Je disais, la lutte contre les dérives sectaires en santé, elle peut justement s'appuyer sur une proposition ambitieuse de structuration de la médecine intégrative. Ça ne fera pas tout, c'est pas le seul axe. Il faut aussi un axe, bien sûr, répressif. Ça, je conteste pas ça du tout. Mais je dirais, pour moi, il y a 3 axes possibles de développement. Le premier, c'est de créer des centres de médecine intégrative, comme certains exemples ont été évoqués ici, avec un cahier des charges et des critères qualité pour définir ces services. C'est un travail que nous menons actuellement en collaboration entre le CUMIC, la Fédération des hôpitaux de France et puis France Asso Santé, pour essayer de structurer ces différents critères qualité des soins intégratifs à l'hôpital. Et ça s'est inspiré justement d'un modèle suisse qui existe. Et qui permettra de dire finalement quoi intégrer, comment, selon quel modèle, selon quelle philosophie. Deuxième point, structurer l'enseignement de la médecine intégrative dans les universités, c'est une des missions essentielles en fait, du CUMIC. Nous avons pour ça structuré plusieurs éléments dans cet enseignement et je parlerai de ce projet-là aux États généraux de la formation et de la recherche en santé dans 2 jours justement pour la conférence des doyens de médecine pour évoquer ce point et la création aussi d'une surspécialisation en médecine intégrative comme elle existe en Allemagne et en Suisse. Voilà. Et puis dernier point, à mon avis, un autre élément absolument essentiel qui est peut-être le point le plus sensible, c'est la réglementation des praticiens de santé non professionnels de santé. Sujet ultra épineux, qui fera aussi l'objet d'un colloque au Sénat dans 3 semaines auquel je vais participer.
c'est tout un changement de culture en fait qui est derrière cette simple question, mais qui me semble être une des pièces vraiment essentielles aussi de l'ensemble du dispositif. Pour la sécurisation, hein, l'idée c'est vraiment ça. Voilà. Merci, je suis ravi de vos questions. Merci beaucoup, merci Fabrice. On va prendre une question, puis on passera au prix. Et ensuite, pour ceux qui souhaitent rester, on élargira les débats. On a pris un peu de retard sur la soirée. Donc on va prendre une question dans la salle. Madame. Mais il n'y aura pas de frustration, on passera du temps après avec les orateurs. Comme ça, chacun peut discuter. Bonsoir. Laure Leray, je travaille dans le marketing de la santé. J'avais une question par rapport à la notion de médecine intégrative au sens large. Quelle place vous donnez aux aidants là-dedans ? La médecine intégrative, c'est remet le patient au centre en prenant ce qu'il y a de mieux dans les médecines dites conventionnelles. Il faut s'interroger sur ce qu'est une convention. Et les médecines complémentaires. Donc, c'est une médecine de l'individu. L'aidant souffre. C'est un patient en santé mentale, un aidant. D'accord. Donc, en fait, la pratique de la médecine intégrative peut se faire avec tout type de patient, tout type de maladie. Et la médecine, c'est toutes les connaissances scientifiques et les moyens qu'on va utiliser pour soulager, prévenir et traiter les maladies, les blessures, les infirmités. Donc, si vous avez une blessure psychologique ou physique, de la même façon, vous êtes un candidat de la médecine. Donc, peu importe, à la limite, le patient. On ne va pas dire la médecine intégrative, c'est pour le cancer et pas pour la néphrologie. C'est pour les aidants, mais les aidants de moins de 30 ans. D'accord ? Donc, c'est une dynamique médicale qui doit intégrer, qui a une posture de l'intégration, arrêter de travailler en silo avec que des experts. On a besoin des expertises, mais il faut fédérer, faire la synthèse. Et donc, c'est une posture de l'intégration appliquée à une vision de la médecine qui est beaucoup plus globale. Ouais. Dans ce genre de moment, il se passe des choses. Je pense que vous serez tous d'accord pour dire que en partant d'ici, vous ne serez pas les mêmes que lorsque vous êtes arrivés ici. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et puis, autorisez-vous aussi à échanger entre vous après. Faire du lien, c'est aussi pour ça que j'organise ce genre de soirée avec Alain, faciliter les choses. Je pense que des choses se clarifient aussi quand on entend toutes ces personnes qui nous expliquent certains biais qu'on pourrait avoir aussi dans nos esprits ou que certains d'autres que nous ont. Le fait d'expliquer les choses, c'est aussi très rassurant parce que comprendre tout ça, la connaissance, c'est aussi une forme de pouvoir. Donc on reprend aussi, nous tous ici ce soir, notre pouvoir d'agir. Compter sur tout le monde ici, je pense, pour continuer. Sur moi et bien sûr sur tous les autres parlementaires, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, pour se mobiliser sur la question. Vous contribuez tous aussi à nous éveiller aussi et ça nous donne de l'énergie de continuer pour avancer là-dessus. Il y a vraiment des perspectives. Ce que vous avez dit tout à l'heure sur le fait que finalement, la médecine intégrative, c'est presque un antidote à beaucoup de choses et aussi c'est une façon aussi de nous prémunir des dérives sectaires et c'est en cela que la médecine intégrative est puissante et c'est aussi la médecine de demain. Et ça, il faut garder à l'idée, il faut que concrètement, il y ait des choses qui se passent. Il y a des initiatives qui ont été faites par des pionniers précédemment dans ce Parlement, mais aussi à d'autres endroits. Ces pionniers, il faut aussi continuer à les honorer. Voilà. Et il y en a un qu'on va honorer aussi ce soir à travers ce prix. Donc je te passe la parole. Merci, bravo à tous. Et bravo aussi à toi, Alain. Merci Sandrine. Merci beaucoup. Alors, c'est assez émouvant pour moi, donc il faut laisser les émotions s'exprimer, il n'y a pas de raison de les réfréner. On a tous des rencontres dans nos vies qui sont marquantes. J'ai rencontré David Servan-Schreiber malheureusement dans un contexte médical. Et rapidement, j'étais, en plus d'être attiré par ses beaux yeux bleus, par sa vision du monde. Et je retrouve dans le regard de chaque frangin quelque chose.
Je vous raconte aussi l'histoire. Un jour, je rentre dans la chambre de David et il y avait Sabine. Et ma femme était en train d'accoucher juste à côté. Et Sabine me demande, mais alors? Je dis, ben oui, c'est un garçon. Alors comment tu vas l'appeler? Jonas. Et là, elle fait une tirade sur Jonas en alexandrin parfait d'une demi-heure. Et voilà. On voit, c'est la femme que vous avez en face de vous qui a eu 4 enfants merveilleux. David était un neuroscientifique, connaissait aussi bien la médecine que le monde. Avant l'ère de l'épigénétique, où on régulait les gènes, avait conceptualisé les rapports, les interactions entre l'environnement et le corps, entre l'esprit et le corps. Alors il a aussi bien travaillé sur le thé vert, les polluants, que le stress. Il a été pionnier des techniques de l'EMDR en clinique traumatique. Il a cofondé et dirigé le Centre de médecine intégratif aux États-Unis entre 2000 et 2002. En plus des travaux scientifiques, il a porté la voix, que ce soit au Sénat américain, au comité Nobel, de cette vision de santé intégrative, et avant tous les outils, et avant tout le mouvement qui s'est créé. Alors, beaucoup d'entre vous ont lu un best-seller, et on en discutera avec Laura aussi, Anti-cancer. Moi, j'étais honoré de préfacer la réédition des 10 ans. Donc, ça a été finalement un maître à penser avant l'heure de ce mouvement. Il est juste d'honorer la mémoire de ceux qui sont partis, parce qu'ils laissent quelque chose d'eux, un héritage. S'il y a bien quelqu'un qui a œuvré pour le développement de cette santé intégrative, c'est David Servan-Schreiber. Et donc, à distance, alors il est né en 1961 et parti en 2011, si je ne m'abuse. Donc ça fait déjà longtemps. Et c'est vrai qu'à titre personnel, j'ai été impacté par ses travaux dans mon quotidien et sa vision du monde. Et nos relations ont dépassé le cadre du soin technique. Et il a laissé une empreinte sur d'ailleurs tous les gens qu'il croisait. La volonté d'évaluer, de rendre scientifique cette médecine, cette santé intégrative, c'est aussi David. C'est pour ça que lorsqu'on a créé la chaire en santé intégrative au Conservatoire national des arts et métiers, où on a intégré toutes ces dimensions de la santé, on en a parlé, émotionnelle, environnementale, c'était important de dire qu'il fallait consacrer des moments, il fallait consacrer des réalisations, qu'il y avait plein d'acteurs sur le territoire qui faisaient des choses fantastiques, qui n'étaient pas connus et sus. L'avant-veille du premier congrès de la Société française d'oncologie intégrative, donc ce vendredi, on a la chance de se réunir ici. C'est un lieu prestigieux, c'est un lieu de la démocratie sanitaire où on a encore l'espoir de faire bouger nos lignes. Voilà, mon émotion, c'est d'arriver à ce que soit remis ce soir le premier prix santé intégrative David Servan-Schreiber, en partenariat avec le Conservatoire national des arts et métiers et sa chaire et l'Institut Raphaël. Donc nous avons travaillé avec un comité scientifique, Julien Nizar, qui est le président du CUMIC, Madame la députée Sandrine Josso, Isabelle Célestin, ici présente, qui est une responsable associative, une des premières en France, en santé intégrative, et beaucoup d'autres acteurs. Et on s'était dit qu'il fallait que ce soit impactant. Alors, on a tout de suite voulu qu'il y ait le monde médical, non médical qui soit représenté. Et finalement, on va voir pourquoi ce soir nos 2 récipiendaires qui prendront la parole sont ici et le reçoivent. Comme on a toujours besoin d'être porté dans son action, on sait qu'on est en train, avec nos petits moyens, de faire vivre une dynamique, mais ça va grandir. On a nos 2 partenaires de la chaire santé intégrative, Elsan et DocaPost, à qui on a demandé de participer à la fête, de remettre ce prix. Donc David Gruson pour DocaPost, et chez Elsan, Pénélope, qui en plus, pour David Servan-Schreiber, est sa cousine. Et filleule. Bon, alors comme ça, vous voyez, la boucle est bouclée, et c'était même pas fait exprès. Voilà, donc David et Pénélope, si vous voulez bien aussi rejoindre la scène. Donc on va vous demander de prendre la parole avant qu'on arrive au prix, pour nous rappeler la mémoire de David et ce que ça évoque pour vous. La beauté de l'histoire et le lien qui vous fait asseoir tous auprès d'un nom que vous n'étiez pas obligé de prendre avec votre dîner, c'est qu'il y a dans la vie de David quelque chose qui est dans la nôtre complètement. Il avait ce génie, c'est un véritable génie, c'était de transformer chacune de ses relations, de ses rencontres, de ce qu'il éprouvait, de ce qu'il essayait, des sucres qu'il avait trempés, soit dans la camomille, soit dans autre chose, soit dans encore autre chose, pour voir. On
la réponse au seul mouvement qui motive la vie, pensait-il, il avait raison, qui est qu'on est toujours en train de s'auto-guérir ou de se guérir. Alors c'est délicieux d'être plusieurs à le faire ensemble. Il n'y a pas de mal à le faire avec des petites choses sans aucune importance comme les myrtilles ou des grandes choses qui ont beaucoup d'importance comme une chimiothérapie. Il faisait les deux. Il essayait consciencieusement et il essayait surtout avec d'autres. Ça t'a fait quoi? Qu'est-ce que tu en penses? Ainsi, chacun de ces malades, chacun de ses amis, chacune de ces rencontres avait l'impression de participer à la vie et aux soins de tous les autres. Ça, c'était chouette. Ça, je vous l'ai donné, moi, toute seule. Et je suis très fière de moi. Et j'espère que vous le gardez. C'est la première fois que je dois passer après toi. Et c'est très difficile. Bon. David, c'était mon grand frère, mais comme dit Alain, il est mort maintenant il y a 13 ans. Donc il est mort en fait très jeune homme par rapport au vieillard, au senior que je suis devenu entre-temps. Ça fait un peu bizarre d'y repenser. C'était surtout un grand scientifique. Et avant d'être le David que vous avez connu, dont vous avez entendu parler, c'était surtout un grand scientifique. C'était quelqu'un qui était extrêmement courageux. C'est pour ça qu'il a pu encaisser tranquillement toutes les insultes qui ont pu lui être envoyées dans son combat pour la médecine intégrative par ceux qui ensuite l'ont honteusement, mais heureusement copié. Hein, mais bon, ça arrive au meilleur d'entre nous, c'est humain. Mais c'était surtout un scientifique obsédé par son ambition, son courage. Et je n'ai pas son génie, mais c'était quelqu'un de quand même très très brillant. Et puis un jour, il a eu ce cancer, et ce cancer a eu un effet étrange. Alors là, je vais vous parler en tant que scientifique. Moi-même, je ne suis pas docteur, mais je suis psychologue, j'ai beaucoup étudié le cerveau. Et David a eu ce cancer dans le lobe frontal qui lui a grignoté tranquillement, doucement, sans qu'il s'en rende compte d'abord, et puis ensuite, pendant qu'il le savait, une partie de son lobe frontal. Et alors, le lobe frontal, ça sert à quoi? Ça sert en particulier à réguler les émotions, hein, à garder le contrôle de soi-même, à rester rationnel le plus possible, à inhiber les émotions. Et David a eu cette chance folle, c'est curieux d'en parler comme ça, mais que le cancer lui grignote la bonne partie du lobe frontal qui l'a en fait libéré. L'a libéré de lui-même, l'a libéré de tout un tas d'autorégulation que le cortex frontal lui imposait, et lui a permis de passer du scientifique à l'humain en libérant son empathie, en fait. Et c'est devenu quelqu'un d'incroyablement empathique, qui pleurait très très facilement dès qu'il était au contact de quelque chose d'émotionnel, de l'émotion de quelqu'un d'autre, en particulier l'émotion de ses patients, et qui lui permettait de passer cette barrière très facilement entre le docteur et le patient. D'autant plus qu'il était lui-même devenu un patient. Et ça a été là la clé de son succès, en fait. Avant ça, ce n'était qu'un scientifique dans un laboratoire. Après, c'est devenu quelqu'un qui pouvait parler à tout le monde et dont tout le monde pouvait parler, et avec qui il pouvait se retrouver. Et alors, je pense qu'il y a là une leçon très intéressante qui... les Américains appelleraient ça « less is more », hein. Une case en moins dans le cerveau, qui permet au cerveau de devenir d'autant plus puissant. Hein. Faire plus avec moins. C'est au goût du jour dans cette assemblée. Oui, hein. On discute le budget, et donc c'est une leçon universelle. Hein. Faire plus avec moins. David a réussi à faire plus avec moins, en se tournant vers les autres. Et ce vide, cette absence, on sait que la nature a horreur du vide, mais aujourd'hui c'est vous,
et notamment les lauréats du prix, qui vont combler cette absence, qui vont le combler avec vos travaux, qui continuent ce combat, qui est un combat humaniste, qui était le sien, qui est le vôtre, et qui devrait en fait être celui de chacun. Donc merci, merci Alain, merci Elsa, merci Docapos, merci tous les autres, merci Madame la députée. Merci. Merci beaucoup Alain, merci au comité scientifique également pour la remise de ce prix. Je vais essayer d'être brève, mais c'est quand même une longue histoire, hein, puisque elle débute en 1961, lorsque ma grand-mère est décédée d'un cancer de l'estomac à l'hôpital de La Rochelle. Oui, oui, mais je ne le savais pas. Évidemment, cette histoire, je ne l'ai pas comprise tout de suite. Je l'ai comprise une fois que j'ai commencé à co-créer le programme d'oncocardio-réhabilitation. En fait, ma grand-mère est décédée d'un cancer. Elle avait une quarantaine d'années. Mon père avait 14 ans. Et il a trouvé ça particulièrement injuste de perdre sa maman si jeune. Et il a tout de suite commencé à lire des livres et des articles scientifiques sur les facteurs de risque de cancer. Et en fait, il a déjà trouvé pas mal de choses qui existaient voilà, dans les années 60, 70, 80. Et moi, je suis née en 1979. Et il m'a inculqué en fait tout ce qu'il avait pu lire, notamment sur la santé émotionnelle, la pratique de l'activité physique et la santé nutritionnelle. Et je suis devenue cardiologue, qui est une spécialité de prévention, évidemment très technique, mais également où on fait attention à la prévention énormément. Je suis devenue coronarographiste, donc j'avais envie de traiter les gens en urgence, de déboucher leur coronaire, etc. Et puis la vie a fait que j'ai dû retourner, j'ai eu le souhait de retourner dans ma ville natale, à Rochelle, et donc il n'y avait pas de poste de coronarographiste, et on m'a proposé un poste dans une clinique de réadaptation cardiovasculaire en 2010. Et en 2011-2012, j'ai reçu beaucoup de patientes qui avaient eu un cancer du sein et qui avaient développé une pathologie cardiovasculaire au décours du traitement. Et donc j'ai commencé à être interpellée par ces cas. Alors je savais que ça existait bien sûr, mais elles étaient jeunes et elles avaient été traitées par leur cancer dans les 5, ça faisait moins de 5 ans en général. Elles avaient développé assez vite une insuffisance cardiaque. Et donc, je me suis dit, c'est dingue. En fait, à ce moment-là, il y avait des publications sur la pratique de l'activité physique. On connaissait les bienfaits de l'activité physique dans la prise en charge du cancer pour diminuer le nombre de récidives, le risque de récidive, pardon. On savait que ça améliorait la qualité de vie, l'estime de soi, donc la santé mentale, la santé émotionnelle. Et puis, je savais également, je connaissais l'impact de l'activité physique pour limiter les événements cardiovasculaires. Donc, je me suis dit, pourquoi en fait on ne pourrait pas les réadapter à l'effort, ces patientes. Mais bon, ça reste un peu dans un coin de ma tête. Et puis mon père, depuis plusieurs années, me disait il faudrait que tu lises Anti-cancer, lis Anti-cancer de David Sarran-Schreiber. Bon, et puis je me dis, je n'avais pas le temps. Je faisais autre chose, autre chose. Et au moment où j'ai été percutée par ces cas en fait de patientes atteintes de pathologie cardiovasculaire post-cancer, il m'a donc fait lire, j'ai lu ce livre, et là vraiment ça a été un électrochoc. Je me suis dit, mais en fait ce qu'il explique dans ce livre, c'est exactement tout ce qu'on promeut dans notre clinique, c'est-à-dire santé émotionnelle, santé nutritionnelle, santé physique, pour les patients atteints de pathologie cardiovasculaire. Donc il faut qu'on transforme ça pour les patients atteints de cancer. C'est-à-dire qu'une fois que les patients ont eu un cancer ou qui sont en train d'être traités pour un cancer, pour limiter à la fois leur risque de récidive, mais également limiter les événements cardiovasculaires, on doit pouvoir leur proposer une pratique de réadaptation. Et donc, je n'en dormais plus. C'était vraiment, ça a été insomniant pendant plusieurs semaines. Je me suis dit, mais comment je peux faire, puisque institutionnellement, ce n'est pas possible. Nous avions une autorisation pour les pathologies cardiovasculaires, mais pas pour les cancers. Donc j'en ai parlé à notre directeur qui nous dit, non, on ne peut pas forcément le faire. Les confrères n'étaient pas forcément encore convaincus également des bénéfices, parce que c'était un peu innovant.
Et donc, j'en ai parlé à Jeannette Trougnac, qui est présente ici, qui m'accompagne depuis très longtemps, qui est infirmière dans notre clinique, et m'a dit « Tu veux le faire, tu le feras ». Et donc, elle m'a mise en contact avec quelqu'un qui m'a permis de monter un dossier de subvention tripartite, ARS, Jeunesse et Sport et Région Poitou-Charentes à ce moment-là. Et bon, j'ai décrit le projet de réadaptation cardio-oncologique pour un projet hors les murs, bénévole, qui se passerait le soir, avec l'utilisation des ressources de la clinique, des moyens humains à la fois bénévoles et également financés par grâce à cette subvention tripartite. Et puis, voilà, je suis allée voir deux oncologues, docteur Jamet, avec qui on a donc Claire Jamet, notre chef de service d'oncologie à ce moment-là, donc c'était en 2013, au centre hospitalier de La Rochelle. Et donc, elle nous a adressé les patientes le soir, une fois que nos patients cardiovasculaires avaient terminé leur programme, pour avoir un programme donc, de réadaptation à l'effort, mais également des cours de nutrition, de la danse-thérapie, de la sophrologie. Voilà, donc vraiment 3 pans, comme on le faisait pour les patients atteints de pathologie cardiovasculaire, puisqu'on sait qu'on diminue la morbide-mortalité cardiovasculaire, donc il y a des chiffres d'impact médico-économique pour les patients atteints de pathologie cardiovasculaire. Et donc on l'a fait, et on l'a fait pendant 2 ans. On a fait un bilan, une étude de faisabilité, avec des tests de qualité de vie, des questionnaires de qualité de vie, des tests physiques, pardon, des questionnaires de qualité de vie. On a invité évidemment le médecin de l'ARS pour ses bilans annuels, financiers et scientifiques. Et au bout de 2 ans, ce médecin de l'ARS a décidé, vu les résultats, d'institutionnaliser ce programme. Donc d'un programme bénévole, on est passé à un programme institutionnel remboursé par la sécurité sociale pour les patients atteints de cancer. Donc initialement le cancer du sein, et puis ensuite on a développé pour le lymphome, puisque ce sont des patients qui bénéficient de chimiothérapie fortement cardiotoxique. Et puis un peu de cancer colorectal et cancer de prostate, mais un peu plus à la marge. Donc depuis 2018, notre programme institutionnel a permis de réadapter plus de 500 patients. On a réalisé une thèse d'impact médico-économique qu'on souhaite prolonger par un PHRC ou un PREPS. Voilà, maintenant, je travaille dans le CODIR de mon groupe à la Société française de cardiologie, en partenariat avec le groupe de cardio-oncologie qui existe maintenant. J'ai moi-même obtenu le diplôme de cardio-oncologue puisque c'est une nouvelle spécialité. Donc voilà, on essaime petit à petit pour faire avancer les choses de manière locale, de manière régionale et de manière nationale. Au niveau Nouvelle-Aquitaine, il y a aussi des réseaux de cardio-oncologie qui se mettent en place et d'autres cardiologues qui souhaitent également développer la réadaptation cardio-oncologique. Et au niveau territorial, je regarde messieurs, nous œuvrons comme co-signataires du contrat local de santé au sein de ma clinique, mais également moi-même, pour développer la médecine intégrative, cardiologique, cardio-oncologique. Et donc, sur des collaborations publiques, privées, associatives et sur un territoire plus étendu que celui de la ville, on peut aussi avancer collectivement pour développer la prévention. Voilà. Donc, du décès de ma grand-mère à Anticancer, on a pu co-créer, alors j'oublie, je peux remercier Nathalie Trufflandier, Claire Jamet, les hématologues, Dr Roule, Dr Corby, Jeanne Trougnac, un médecin vasculaire, Betty Magnou, avec qui on a co-créé le programme institutionnel, la direction de ma clinique, et j'en passe, voilà, mes parents évidemment, mais globalement c'est une équipe qui permet de faire avancer la prévention cardio-oncologique, parce que les pathologies cardiovasculaires et les cancers, il y a un continuum physiopathologique entre les deux. C'est les mêmes facteurs, enfin, il y a beaucoup de facteurs de risque communs. Voilà, donc on peut agir de manière synergique sur plusieurs organes en développant en fait une prise en charge globale. Voilà.
Moi, très simplement, brièvement, exprimer ma gratitude, cher Alain, ma fierté. Ça me touche à la fois du point de vue d'abord de ce qu'on a créé au CHU de Bordeaux, donc, parce que je le reçois à titre collectif, mais aussi à titre personnel, parce que moi je suis neurologue et j'ai travaillé aussi dans les neurosciences orthodoxes. Et donc, ce que David a amené avec la neuromodulation et son histoire personnelle me touche aussi un peu plus directement. Donc merci pour ça. Pour nous, ça va être vraiment très très utile parce que on a parlé ici de non conventionnel, de conventionnel, et c'est même dans un centre hospitalo-universitaire où on essaie d'insérer la médecine intégrative dans ce cadre hospitalo-universitaire et donc un grand centre hospitalo-universitaire avec tous les aspects de la conventionnelle également, conventionnel en termes médico-économiques, conventionnel en termes de recherche. On a parlé de recherche qualitative. Les choses, comment la lumière commence à apparaître. Ça m'a fait penser à l'histoire de la méditation de pleine conscience, que moi j'ai pas mal développé aussi, qui a commencé à la fin des années 70 aux États-Unis avec John Kabat-Zinn, et il a commencé à travailler dans les sous-sols d'un hôpital avec des patients dont plus personne ne voulait s'occuper, en particulier des douloureux chroniques. Et je suis persuadé qu'on a passé cette période du sous-sol de la médecine intégrative en loose day, si j'ose dire, et que la lumière est en train de commencer à apparaître, même si au quotidien, il faut expliquer inlassablement, faire comprendre qu'est-ce que c'est les soins complémentaires. Quelle est la différence avec l'approche purement alternative? Fabrice, au sein du CUMEC, nous aide beaucoup avec ça. Mais ça, il faut l'expliquer aux collègues. Et il faut l'expliquer aussi à la direction qui nous dit « Ok, c'est bien joli tout ça, on sait combien ça coûte, on ne sait pas combien ça rapporte. » Expliquer que ça ne peut pas rentrer dans le cadre médico-économique de la tarification à l'activité, que si on met une colonne avec les dépenses, en particulier les salaires médicaux, et en face les actes, ça ne peut pas le faire en médecine intégrative. Il faut sortir de ça. Mais ça, c'est un combat quotidien. C'est un combat quotidien aussi en termes de recherche. On mène plusieurs projets de recherche en médecine intégrative à l'Institut de médecine intégrative et complémentaire, mais on est confronté, là aussi, à l'évidence-based medicine, au fait qu'on veut faire rentrer un programme d'amélioration des douleurs chroniques, et en particulier des douleurs neuropathiques par l'hypnose. On veut le faire rentrer dans le même cadre de recherche que si on teste un médicament contre un placebo. Ça ne marche pas. Mais ça, c'est en train de... autant on était dans l'ombre il y a quelques années, autant ça commence à apparaître grâce à toutes ces initiatives. Et ce prix va nous aider énormément. Et je tenais à vous en remercier. Alors, pour des prix et puis que chacun dise un petit mot, est-ce que tout le monde veut bien venir ici, même Sabine, Émile? Et on prendra les photos après. Donc nos deux partenaires engagés. Alors, écoutez, je suis très heureuse, très émue aussi, parce que comme vous le savez, à double titre, d'un point de vue personnel, donc j'étais très proche de David, mon grand cousin, qui avait 14 ans de plus que moi. Et à titre professionnel, donc en tant que représentante d'Elsan ce soir, voilà, je suis très très heureuse de vous remettre ce prix qui consacre donc l'œuvre du docteur David Servan-Schreiber et qui, à travers vous, va continuer à œuvrer pour la médecine intégrative. Voilà, merci beaucoup. Et je m'associe également au remerciement, à l'honneur d'être avec vous ce soir pour DocaPost. Je représente le président Olivier Vallée et la Poste Santé Autonomie avec Dominique Pons. C'est un honneur d'être partenaire de ce projet. Et je dois vous dire qu'à titre personnel, j'ai beaucoup appris aussi ce soir
Et c'était très bien d'avoir cette pluralité de points de vue pour continuer à faire partager ce domaine essentiel pour notre avenir. Bravo à vous et bravo pour les travaux du CHU de Bordeaux. C'est décidément un bel écosystème. Je regarde Nicolas, l'écosystème bordelais sur ces thématiques. Merci à vous et bravo.